sur les débats politiques débute avec comme thème pour ou contre la hausse du SMIC avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous accueillons Jamal Belharraj, qui est président de la commission emploi et relations sociales à la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Tayeb Hayes, qui est président d'Amel Entreprises, également organisation patronale. Parmi nous également Yassir El-Bahlouli, qui est membre du Conseil national du RNI, le Rassemblement national des indépendants, et également membre de l'ADI, l'Alliance des indépendants, think tank proche du RNI. Et parmi nous également Mohamed Renchi, qui lui est économiste et enseignant-chercheur à l'Université internationale de Rabat. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat du jour pour ou contre la hausse du SMIC avec un point d'interrogation, l'édito, et on se retrouve juste après pour le débat. Pour ou contre la hausse du SMIC, ou comment appréhender la décision politique prise par le gouvernement dirigé par Ila Ben Kiren de revoir à la hausse le salaire minimum dans le secteur public et privé. Pour tenter de poser le débat à l'endroit, deux options sont ouvertes, celle de regarder notre économie avec des lentilles de contact importées ou celle de coller à la réalité, notre réalité socio-économique, avec des lentilles de contact fabriquées localement. Certains doivent se dire, mais de quoi veut-elle parler? Pourquoi réduire le débat sur le salaire minimum à une question de lentilles de contact? C'est juste hors sujet, voire hors cadre de référence. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tout dépend. De quoi parle-t-on? Et présentement, on parle de qui et de quoi? De quelle population dite active qui perçoit le SMIC? Et combien sont-ils? Là, on entre déjà dans le débat de fond. Selon les chiffres officiels, il y aurait environ 2 700 000 personnes inscrites sur les fichiers de la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est autant de femmes et d'hommes qui ont un emploi rémunéré sans être pour autant tous payés au SMIC. Premier constat, c'est à peine un tiers de la population active, compte tenu du fait que nous aurions un bassin d'emploi de 9 100 000 personnes. Deuxième constat, selon des informations recoupées, dans les 2 700 000 travailleurs visibles, il y aurait 50-60%, soit 1 200 000 salariés smicards. Du coup, on y voit plus clair, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Cela veut également dire que notre économie emploie beaucoup plus de personnes invisibles. Ce qui veut donc dire que l'impact d'une hausse du salaire minimum est à relativiser. Ce qui peut vouloir dire aussi que la décision de hausser le SMIC est un coût politique gagnant pour le gouvernement sans pour autant avoir des incidences importantes sur le travail, l'emploi, le coût du travail et par extension la productivité et la compétitivité. En effet, notre principal défi, c'est de créer de l'emploi de masse pour les masses, c'est de former des compétences pour des emplois à forte valeur ajoutée et non pas de faire du travail, du salaire minimum, un jeu politique et non un enjeu économique de premier ordre. Voilà pour le secteur privé. Et si on passait au secteur public, qui emploie la bagatelle de 850 000 fonctionnaires, quid de l'impact de la hausse du SMIC et de ses répercussions? Eh bien, on apprend que près de 70 000 personnes sont concernées par la hausse du salaire minimum hissé à 3 000 dirhams, tel sera dorénavant le salaire plancher dans la fonction publique. Pour ceux qui se demandent qui supportera le coût financier de cette décision, rassurez-vous, c'est vous et moi. Pour ceux qui se demandent si cette décision est cohérente avec la politique de rigueur budgétaire conduite par le gouvernement, tout dépend du choix de lentilles de contact. Place au débat. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Jamal Belharraj, je rappelle que vous êtes président de la commission emploi et relations sociales à la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'à partir de 15h30, ça sera plus le cas. Jamal Belharraj, plus sérieusement, édito, réaction à la thématique pour ou contre la hausse du SMIC? Non, l'édito, je pense, dresse bien les contours de la problématique de fond et je vous remercie de m'inviter. Et votre collègue du matin serait bien inspiré de le faire au lieu de nous faire dire des choses que je ne dis pas ou que je n'écris pas. Donc merci en tout cas pour cette démarche éthique de votre part. Maintenant, je pense que le débat va être intéressant. Et la problématique est telle qu'elle est posée pour ou contre. Je pense qu'elle clive, mais en même temps, elle lance un débat intéressant. Et vous, donc clive... clairement, clivant, c'est Jean Belharraj, si je dois répondre à la question... moi, je suis pour la hausse des revenus des salariés. Et je suis contre la hausse du coût du travail. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc vous êtes pour la hausse des revenus et contre la hausse du salaire coût du minimum. travail, du coût du travail. Donc le salaire minimum, on ne peut pas jouer sur les mots. Non, pas du tout. Non, c'est deux choses différentes. Un salaire, c'est un salaire. Des revenus sont des revenus. Et le coût du travail aujourd'hui, le SMIC
dans sa définition telle qu'elle est aujourd'hui, clairement, il est relativement bas au Maroc, puisque personne ne peut vivre avec un SMIC. Maintenant, il y a une problématique de revenus d'abord, et je pense qu'on sera amené à parler du SMIC en détail, et là, ça pose la problématique de la compétitivité, qui est un autre sujet. Et de la productivité, parce qu'on va mettre compétitivité, Exactement. productivité, rentabilité. Taïeb Aïs, je sais pas, vous êtes président d'Amel Entreprise. Alors, on va faire le tour. On va essayer de peut-être écouter un peu scolaire. Pour ou contre la hausse du SMIC? En fait, on ne peut pas être contre l'augmentation du SMIC qui est déjà bas au Maroc. En fait, il y a un niveau de vie. Et par exemple, à Casablanca, c'est très difficile de vivre avec 2300 dirhams à Casablanca. Donc, en fait, la tendance de l'augmentation en fait, du SMIC et des salaires est une tendance qui va s'accentuer d'année en année, ce qui est tout à fait normal. C'est une tendance universelle. Maintenant, il faut la suivre, il faut la canaliser, il faut l'orienter. Donc, en fait, saluer la décision prise par le gouvernement de rehausser le SMIC, en clair. En fait, c'est une tendance normale. Je pense que c'est une tendance normale, c'est un droit normal. Le droit de la Constitution? Parce que non, en fait, c'est un droit pour justement, pour les ménages, ils ont un droit, en fait, de vivre d'une façon décente. Et donc, le droit à la dignité. Voilà, dans la dignité sociale, exactement. Et c'est une danse en fait qui est universelle, qui va. Quand on va en fait dans nos voisins du Nord, en fait le SMIC est très très élevé par rapport à ce qu'on a au Maroc. Et donc la tendance. Ils ont aussi un niveau de développement économique beaucoup plus élevé. Mais c'est aussi, ça va nourrir un peu la réflexion. En fait, les prérequis justement de cette augmentation, il y a des prérequis qui sont importants. Il y a des conditions. C'est que justement cette augmentation en fait du coût du travail doit être accompagnée par des mesures qui vont être au profit de l'entreprise marocaine. Parce qu'en fait, c'est la baisse des charges. En fait, il faut que cette augmentation profite à l'industrie marocaine, à l'entreprise marocaine. Sinon, en fait, on va casser l'entreprise marocaine. Donc, il y a un prérequis qui est très, très important. C'est aussi un aspect. Parce qu'en fait, si cette augmentation en fait du SMIC, cette augmentation des salaires qui crée une masse en fait de consommation, s'il part vers l'étranger, vers les importations et que l'entreprise marocaine n'en profite pas, là on a un sérieux problème. Par contre, s'il est orienté vers les entreprises marocaines, ici on encourage l'entreprise marocaine et l'industrie marocaine, l'industrie marocaine avec ces nouveaux apports, ça fait beaucoup de si. Bien sûr, mais c'est normal, c'est une stratégie. C'est beaucoup d'aspects qui ont été soulevés qu'on va aussi mettre à l'équation. C'est une politique générale du gouvernement qui doit être cohérente et globale. Yassine El-Bahlouli, Jean-Pierre, membre du Conseil national du RNI, le parti du Rassemblement national des indépendants, puis une double casquette aussi avec celle de l'ADI, l'Alliance des indépendants, pour ou contre la hausse du SMIC. Compte tenu que le RNI dans le gouvernement, difficile de dire je suis contre. C'est ça. Merci Rachid. Je me permets de reformuler votre question parce qu'aujourd'hui j'ai shortlisté des keywords, des mots-clés. Je dirais paix sociale, pouvoir d'achat, dignité versus compétitivité de l'industrie marocaine et de l'économie marocaine et coût du travail comme a dit M. Belhaj. Voilà. Après, moi je veux profiter de cette occasion pour saluer l'ensemble des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires marocains qui ont toujours montré leur disponibilité afin de discuter avec un grand intérêt ces sujets nationaux. Et je pense que l'institutionnalisation du dialogue social est une nécessité aujourd'hui et une priorité pour ce gouvernement. Et rien que le premier round qui a donné des résultats aujourd'hui tangibles, peut-être pas suffisants, 10% de hausse du SMIC. Et bien d'autres rounds sont à venir. Donc moi aussi je veux bien noter que au RNI, au Rassemblement national des indépendants, on veut continuer dans cette institutionnalisation du dialogue social, d'accord, afin d'avoir un consensus, en fin de compte, entre l'ensemble des intérêts, que ce soit des travailleurs, des salariés marocains et du patronat marocain qui est là pour se battre pour l'intérêt national, pour l'économie nationale, qui est liée et qui est même liée, dont les mains sont liées par des accords de libre-échange avec des pays plus forts que nous économiquement. Voilà. Et on reviendra aussi sur ces différents aspects. En tout cas, Yassine El-Bahlouli, je rappelle que vous considérez que vous soutenez cette initiative du gouvernement Ben 42 de revoir à la hausse le SMIC. Voilà. Exactement. C'est assumé. Mohamed Renchi. Oui. Mohamed Renchi, il n'a pas de casquette partisane, il défend que l'intérêt général, l'intelligence et le fait de pouvoir aussi donner le point de vue d'un économiste sur une question aussi sensible, apparemment ou a priori, et aussi clivante que le SMIC.
et la récente hausse décidée par le gouvernement. Mohamed Khachi, certes économiste, professeur à l'Université internationale de Rabat, mais il est également citoyen marocain, donc à ce titre, il peut éventuellement sortir aussi simplement de l'analyse rigoureuse de la science. Qui va renforcer votre objectivité, votre intégrité, la science économique. Oui, situons d'abord le questionnement dans une problématique plus globale. Ça a été dit, mais on peut recadrer un peu les affaires. Ce qu'on peut constater, c'est la faiblesse, voire même le fait que le dialogue social dans ce pays est réduit à peau de chagrin. Et du coup, cette augmentation arrive comme une espèce de spot, un flash à un moment donné, dans une conjoncture politique et économique donnée. Le gouvernement qui fait la. C'est sporadique, c'est des choses sporadiques, quoi, donc qui sont comme beaucoup de choses malheureusement dans ce pays, souvent liées soit à une contrainte, soit à une conjoncture, soit à des amitiés, alors que un cadre social, un dialogue social rénové et serein pourrait inscrire ce genre de progression à la fois dans la durée et dans une relation contractuelle entre les partenaires beaucoup plus large, quant à la productivité, quant à la formation continue, quant à la compétitivité, etc., etc. Bon, le questionnement qui nous est posé... En clair, vous considérez que la question du SMIC et du salaire minimum aurait dû être posée de manière beaucoup plus large? Si nous considérons, je veux dire, les pas pays... de manière isolée. Les pays... La France n'est pas exemplaire à ce niveau-là, et malheureusement, nous reproduisons la plupart du temps les travers du système social français, c'est-à-dire centralisateur, nivelant, etc. L'exemple pour moi à ce niveau-là, c'était une certaine tradition allemande. Un grand syndicat allemand l'a montré, et IG Metall à maintes reprises lors des négociations. Il fait des négociations globales, il fait pas des négociations simplement sur quelques augmentations salariales, etc. Et beaucoup plus loin, les pays du Nord ont des dispositifs, notamment par rapport à ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire flexibilité du travail et sécurité du travailleur, qui s'inscrivent dans un large ensemble. Alors, quant aux 10%, donc, moi, en tant qu'économiste, et par ailleurs, si je prends la casquette citoyenne en tant qu'homme de progrès, je suis totalement pour. Et je suis totalement pour, non pas parce que ça va handicaper la compétitivité des entreprises marocaines, mais c'est parce que c'est du pouvoir d'achat, et du pouvoir d'achat qui va se traduire par de la demande à l'égard des produits. Que ces produits achetés ne soient pas nationaux, c'est à nous par ailleurs, de nous prémunir par rapport à un certain nombre de fuites. On appelle ça des points de fuite de croissance, comme la France l'a eu en 1981. Donc ce genre de choses, encore une fois, doivent s'inscrire dans un dialogue mature sur la durée. Je vais revenir sur le dialogue mature. Jamel Belhaj, président de la commission emploi et vie sociale à la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Pour dire, voilà, on a parlé de dialogue social. Je crois savoir que Abdellah Ben Kiran, chef de gouvernement, avait relancé juste avant le 1er mai ce fameux dialogue social en recevant les différentes parties concernées, à la fois le patronat et à la fois les centrales syndicales. Et on peut facilement imaginer que la question du SMIC avait été aussi abordée lors de ces réunions, échanges et négociations. Donc c'est pas tombé du ciel, ou c'est tombé du ciel? Je vais, si vous me donnez quelques secondes pour en parler, ça va permettre aussi de poser le cadre de ce qui s'est vraiment passé, et non pas de scénario fiction comme j'ai pu entendre à travers les médias et notamment dans cette radio en particulier le matin. Je pense que d'abord, ce qu'il faut expliquer, c'est que le dialogue social doit être constitutionnalisé et non pas institutionnalisé. Il doit rentrer dans la Constitution pour ne pas rester de manière arbitraire, sous l'humeur de tel parti ou de tel parti. Ça, c'est un. De deux, pour rebondir sur les propos de mon précédent interlocuteur, Mohamed, ici même, le dialogue social, on doit aborder un ensemble d'éléments et sur une certaine durée. Et c'est pourquoi ceux qui ont bien compris la position de la CGEM, nous avons demandé un sommet social pour aborder l'ensemble des sujets, pour aboutir à un accord social au moins triennal qui pose toutes les problématiques que pose le modèle économique du Maroc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de bâtir un vrai modèle social. Et pour ça, il faut discuter revenus, SMIC, coût du travail, formation, productivité, etc. Il y a un ensemble d'éléments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi qui ai eu la chance de participer aux 2 réunions avec le chef du gouvernement,
Excusez-moi. Aujourd'hui, d'abord, le chef de gouvernement n'a jamais abordé la question du SMIC dans le cadre de nos réunions. Les réunions étaient avec le chef de gouvernement. On a abordé effectivement le dialogue social, l'ensemble des problématiques du moment, etc., etc. Première réunion donc à la primature. Et effectivement, il a simplement dit il va falloir regarder ce qu'on peut faire sur le SMIC. Mais lui-même ne s'est jamais engagé ni sur 10, ni sur 15, ni sur 20. Et la CEGEM l'a jamais dit. Mais je veux dire, il a fait passer l'idée d'une revalorisation du salaire minimum. Il a posé le problème en disant aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie problématique et il est dans son rôle. Aujourd'hui, il faut rien reprocher au chef de gouvernement. Il est dans son rôle. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut pas faire de corrélation ou d'opposition entre le patronat est pour, c'est le méchant, elle est contre, c'est le méchant, et les syndicats, ils sont pour, c'est les gentils, etc., etc. Le vrai sujet aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. Il est clair que, au moins si le SMIC avait été indexé sur l'inflation pendant toutes ces années-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Or ça, c'est inscrit dans le Code du travail, donc ça n'a pas été appliqué. Ça veut dire que la hausse, en fait, n'est que la conséquence à la traduction d'une remise à niveau, en fait. Non, la hausse aujourd'hui. La hausse, si Rachid, la hausse, elle pose problème, parce que historiquement, on n'a jamais revalorisé le SMIC sur la base de l'inflation, alors que c'est inscrit dans le Code du travail. Ça, c'est un. De deux, faire des sauts de puce comme ça, ponctuels, de 5-10% tous les X années, ça n'a pas de sens parce que ça donne pas de la visibilité aux entreprises pour lesquelles le coût du travail est élevé, contrairement à ce qu'on pense, parce que la productivité est basse et parce que la majorité du tissu économique marocain est industriel, et en même temps on donne un contre-message. D'un côté on dit on veut passer le PIB industriel de 14 à 23%, et le lendemain on dit boum, on vous allonge 10% de plus. Bien évidemment qu'encore une fois, je répète, le SMIC marocain est bas et personne, aucun Marocain aujourd'hui ne vit avec 2333 dirhams, et encore c'est du brut. Maintenant, c'est les revenus qu'il faut repenser, et le revenu, c'est de la redistribution sur la base de la réflexion de fonds autour de la caisse de compensation pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Et là, je pense que le débat doit s'ouvrir, d'où le sommet social qui est une nécessité absolue. On va revenir aussi là-dessus, le sommet social, mais il faudrait peut-être un sommet économique avant peut-être qu'il y ait le sommet social, si on met les choses dans l'ordre hiérarchique. Économiste et ensuite Taïeb Aïs. Il faut y intégrer également l'ensemble de la protection sociale. Absolument. La protection sociale aussi qui peut être considérée comme du dumping social chez nous, compte tenu que la majorité des salariés n'ont pas de couverture sociale, donc c'est un avantage aussi compétitif. Et malgré tout, on n'est pas compétitif. Mais on reviendra sur ces différents aspects. Jamel Bellarach, Taïeb Aïs, président d'Amel Entreprise. Est-ce que, comme Jamel Bellarach, vous avez été invité à discuter, à converser, à échanger avec le gouvernement, les chefs de gouvernement, sur la question à la veille du 1er mai, du salaire minimum, de la question des revenus éventuellement? Est-ce que il y a des échanges aussi à ce niveau-là? Non, il n'y a pas d'échange en ce qui nous concerne. Par contre, je reviens sur justement l'augmentation du SMIC. En fait, on peut le poser à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau macroéconomique. Et là, effectivement, en fait, il faut se poser la question, est-ce que c'est le SMIC qui va altérer la compétitivité et la productivité des entreprises, ou il y a d'autres facteurs? Je pense en fait qu'il y a énormément de facteurs au Maroc qui altèrent la productivité de l'entreprise marocaine, au niveau de l'énergie, au niveau de l'environnement des affaires en général au Maroc, avec les différents problèmes en fait de l'administration, des procédures, etc., qui altèrent énormément la productivité de l'entreprise marocaine. Donc même s'il y a une augmentation du SMIC, c'est pas pour autant qu'on va perdre en compétitivité. En fait, c'est pas à ce niveau-là. Je pense en fait c'est pas au niveau du petit salaire du petit ouvrier qu'on va chercher la productivité de l'entreprise marocaine. En fait, nous avons énormément de fuites, de gaspillage en fait au niveau de l'économie marocaine, au niveau du financement, au niveau du français, au niveau des différentes procédures, etc., qui altèrent effectivement la productivité de l'entreprise au Maroc. Au niveau également de l'énergie qui est très très cher au Maroc. Donc en fait, c'est ces différents facteurs sur lesquels il va falloir travailler. Ça, c'est au niveau macroéconomique. Maintenant, au niveau microéconomique, en fait, quand on revient au niveau de l'entreprise, vous savez, en fait, quand on augmente le SMIC ou quand on augmente en général les salaires, ça peut être quelque chose de bénéfique pour l'entreprise, puisqu'en fait, c'est une motivation pour le personnel à titre microéconomique qui va justement être mieux motivé pour mieux travailler, etc. Vous savez, en fait, qu'aujourd'hui, contrairement... Si vous permettez juste une augmentation de 5%, mais ça fait c'est en deux tranches, c'est en deux temps. Première tranche 5%, deuxième tranche de 2014-2015. Voilà, en juillet 2015, 5% du SMIC, c'est à peu près quoi? Un peu moins de 100 dirhams. Oui. C'est motivant, ça?
Non, mais en fait... mais je vous pose la question. Est-ce que d'avoir 80 dirhams de plus sur son bulletin de salaire, ça peut renforcer la motivation du salarié qui va travailler en contrairement à ce qu'on pense, évidemment, en fait, pour un salarié qui a 2000 dirhams, quand vous lui rajoutez 100 dirhams ou 200 dirhams, c'est une motivation qui est aussi petite soit-elle, mais c'est une motivation. Mais en fait, moi, je parle globalement, en fait, au niveau de l'entreprise. Je pense qu'en fait, le management d'aujourd'hui est différent, en fait, du management du 19e siècle. En fait, il faut pas se mettre, il faut dépasser, en fait, ce management classique du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui considère que l'employé, que l'ouvrier, c'est vraiment l'ouvrier qui n'a aucune valeur au niveau de l'entreprise. Là, aujourd'hui, les ouvriers, la masse salariale, en fait, le personnel est capital au sein de l'entreprise. Vous savez que dans certaines entreprises, la vraie valeur de l'entreprise, c'est le capital humain. Donc, en fait, si on valorise le capital humain, on ne peut que valoriser l'entreprise dans sa globalité. Et puis, aujourd'hui aussi, il faut savoir que il faut dépasser, en fait, ce clivage capitaliste et prolétaire. Donc en fait, je pense qu'il faut le dépasser parce qu'en fait, aujourd'hui, le capitaliste, en fait, n'a que 20% à 30% de la décision politique au sein de son entreprise. C'est le management. C'est 30% qui pèse énormément dans la décision. C'est le management, en fait, qui dirige. C'est le management, en fait, qui dirige. Et c'est le personnel, en fait, de l'entreprise qui a ce poids. Donc en fait, si on valorise la masse salariale et si on valorise le personnel et les ressources humaines, en fait, là, on passe à une véritable évolution de l'entreprise marocaine et de l'économie marocaine. Complètement. Ce qu'on va essayer de faire aussi, on va peut-être commencer par vous, Yacine, Belaouli, membre du Conseil national du RNI, Rassemblement national des indépendants, c'est-à-dire, en fait, concrètement, d'ailleurs, j'essaie moi un peu de le mettre en relief dans l'édito, difficilement, c'est-à-dire de qui parle-t-on, en fait? Parce que, grosso modo, on l'a dit dans l'édito, il y a à peu près 2,7 millions de personnes qui sont visibles et recensées à la CLSS. Et que dans ces 2,7 millions de personnes, donc population active, sur les 9 millions de la population active globale, c'est-à-dire qu'il y en a déjà 2 tiers qui disparaissent, il y aurait la moitié de ces 2,7 millions personnes qui ont des salaires qui sont payés au SMIC. Donc on parle en fait, grosso modo, d'1,2, 1,3 millions de personnes. Voilà. C'est ça, à la louche? C'est 20 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact va être faible et qu'en fait on est plus sur la dimension d'un coût politique que des effets économiques et socio-mécaniques? Très très bien. Écoutez, c'est Rachid, cette question est très intéressante, très importante pour recadrer le débat, parce que déjà là, j'ai vu les questions que vous avez posées par rapport à l'augmentation de salaire mensuel. Il faut rappeler que le SMIC, c'est un taux horaire minimal d'intégration, plutôt de interprofessionnel garanti. Voilà, la base, c'est le taux horaire, c'est 12 dirhams 24 à ce jour, suite à l'augmentation du SMIC. En dessous de 12 dirhams 24 de l'heure. Parce que aujourd'hui, il faut ramener, pour faire une comparaison, je dirais, avec les pays du bassin méditerranéen et nos concurrents directs, on peut aujourd'hui dire que ces pays ont augmenté, mais d'une manière automatique, avec une indexation sur l'inflation, comme a dit si Jamel, mais aussi afin de revaloriser et de régulariser, si j'ose dire, le SMIC qui était toujours bas chez ces économies émergentes. Donc, des pays comme la Tunisie. Si je prends des pays comme la Tunisie qui a connu de hausse de SMIC après la révolution de 2011, ici on prend une puissance économique. Vous savez que la Tunisie, avec une révolution prise de plein fouet, avec une économie à plat, un salaire minimum qui est moins élevé que le nôtre. Mais vous avez dit une chose très intéressante aujourd'hui. C'est en pleine révolution, avec une économie à plat, un tourisme qui a atteint le niveau zéro durant une année et demie. Ils ont revalorisé le SMIC pour une raison qui est très simple. Aujourd'hui, la paix sociale nous permet d'avoir une économie qui est stable. Ça nous permet d'avoir une économie. Déjà, on peut déjà débattre par rapport à une économie existante, vu qu'il y a une paix sociale aujourd'hui qui est instaurée. Mais comme a dit mon collègue de Amel Entreprise, Monsieur Taïbaïs, l'impact aujourd'hui sur les 70 000 fonctionnaires de l'État et sur le 1 million de personnes du secteur privé, il est d'une importance pour l'économie nationale, à savoir la consommation interne. C'est une façon aussi de stimuler la consommation interne, parce que ces gens qui touchent des salaires de 2300, 2400 dirhams, c'est Rachid, ne font pas d'épargne, ne parlent pas d'argent. C'est les populations qui consomment essentiellement des produits de première nécessité qui sont subventionnés par l'État. Mais c'est une réinjection de ces montants dans le circuit économique du pays, parce que à 2400, on n'épargne pas.
Voilà. C'est qu'on dira un peu plus ou c'est qu'on dira un peu moins, c'est très important. Même avec 1000 dirhams, on n'épargne pas aussi. Voilà, vous êtes mieux placé pour le savoir, hein, c'est la Chine. Voilà. Non, pas forcément, mais bon, en tout cas, c'est aussi peut-être une réalité. Et aujourd'hui, c'est-à-dire le débat sur le Suisse, c'est un débat planétaire. Aujourd'hui, il y a une votation en Suisse. Je compare pas, hein, parce qu'on va rentrer sinon dans un débat stérile. C'est pas le même niveau de vie, c'est pas la même économie. Il y a une votation le 18 mai. Moi, je parle de la pratique démocratique. Démarche comparative. Par contre, ce qui va être intéressant, vous savez avec qui? On va le faire avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec nos voisins. Avec la Turquie, avec l'Afrique, avec la Botswana aujourd'hui qui connaît 5,4% d'augmentation annuelle de son salaire minimum, voilà, de SMIC ou le SMIC, parce que ça change de pays à pays, c'est un salaire minimum garanti. Aujourd'hui, il faut parler du fait que dans le secteur textile et l'habillement, ça a été aligné par rapport aux autres secteurs. Il faut parler du SMAG qui concerne le secteur agricole. Aujourd'hui, il va être revalorisé aussi de 10%. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai, mais j'insiste sur ce point. Durant la crise économique qu'a connue le Maroc depuis 3 ans, 4 ans, là, c'est la consommation interne qui a soutenu l'économie marocaine. C'est la consommation interne qui était là et le citoyen marocain qui a toujours su être à côté des patrons et de l'administration et du gouvernement afin, voilà, de traverser ce passage, voilà. Mohamed Renchi, économiste et professeur universitaire à l'Université internationale de Rabat, sur le fait aujourd'hui, parce que c'est intéressant, de dire grosso modo la population qui est concernée par l'augmentation du SMIC, c'est 1,2 million de personnes dans le secteur privé et autour de 70 000 personnes dans le secteur public. Est-ce que du coup ça pèse, ça va peser et il va y avoir un effet domino d'un point de vue socio-économique? Au niveau macroéconomique, je ne suis pas au HCP pour savoir, on peut faire des simulations dans les modèles macroéconomiques à ce niveau-là, mais je pense que l'effet sera négligeable. Sincèrement, je pense que l'effet sera négligeable au niveau de... faible impact? Faible impact, oui. Faible impact parce que... C'est rien. C'est epsilon. Au niveau macroéconomique, oui. Oui, c'est epsilon. Ça pèse où alors? Où est-ce que ça va coûter cher? Où est-ce que ça va impacter? Il n'y aura pas, comme on le prévoit, il n'y aura pas d'impact vraiment significatif. Économiste, professeur à l'Université internationale de Rabat, ça veut dire que la décision politique prise de rehausser le SMIC de 10%, en fait, n'a aucun effet, aucun impact. Comme données de base, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. On est sur un coup d'annonce politique, on est sur j'en suis convaincu. Et je pense, c'est pour ça que je situais cela. Et qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que c'est le fait que 2 tiers de la population active est exclue, n'est pas visible? C'est pour ça que il y a l'économie informelle et le secteur informel. S'il n'y a pas d'impact en fait, pourquoi est-ce que ça pose problème? Voilà, exactement. Nous sommes au Maroc. Il y a donc un modèle mental marocain. Essayons de déblayer les affaires. C'est pour ça que dans le dito, je me disais, pour sortir les choses saillantes. Donc ça veut dire qu'il y a en fait, on est sur une dimension, donc un discours politique, une annonce politique, avec peu d'effets dans la sphère socio-économique. Moi, je parlerais de structure de connivence. Structure de connivence institutionnalisée dans ce pays. C'est pour ça que sans être du même point de vue juridique que nos amis de la CGM, c'est-à-dire constitutionnaliser le dialogue social, 10%. Monsieur Ben Khéran fait un super effet d'annonce médiatique. Je suis la veille du 1er mai, j'ai rencontré les organisations intermédiaires, le patronat et la centrale syndicale. Je ferai une décision politique, j'annonce la hausse du SMIC en sachant qu'il n'y aura pas d'effet. Et de l'autre côté, les leaders syndicaux s'adressent à leurs troupes en disant « Regardez, nous avons obtenu 10%. » En montrant les biceps, on a réussi à négocier, on a fait plier le gouvernement. Tout à fait. Et là, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'essentiel du débat social dans ce pays, il est ailleurs. Je pense qu'on est complètement sur la même longueur d'onde. Je voudrais juste simplement prolonger un peu votre questionnement. Il y aurait effet économique significatif si on s'inscrivait dans ce qu'on appelait à une époque, c'est une loi de 54, je crois, en France, 52, l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire s'il y avait des impacts mécaniques sur l'ensemble de la hiérarchie salariale.
À partir du moment où c'est-à-dire j'ai un volume X de SMICard, j'ai l'effet mécanique qui va se traduire au niveau de la croissance économique. Les gens se comparent. C'est l'effet d'entraînement. Les gens se comparent. Donc, si vous relevez celui qui est en bas de 10%, il va tout de suite atteindre ou se rapprocher de l'employé. Donc, l'employé va vouloir... Et l'employé se rapprochant du technicien, le technicien va... Et ainsi de suite. Donc, il y a un effet de cascade. Si cet effet de cascade sur un moyen terme a lieu, ça peut effectivement enclencher une mécanique, de mon point de vue, vertueuse, à condition qu'on sache où va la dépense de ces gens. On l'a dit largement tout à l'heure, que c'était essentiellement de la production nationale, de la consommation courante. Un salaire mensuel, donc un salaire minimum autour de 2000 dirhams, et qu'on va bénéficier d'une augmentation de 80 dirhams sur son bulletin de salaire. Le profil et le socio-profil du consommateur, il est facilement définissable. Tout à l'heure, le problème a été soulevé concrètement en disant qu'il faut parler de revenus et non pas simplement de salaire. On va aller également là-dessus. Parce que au sein de la famille au Maroc, c'est pour ça que nous avons aussi la combinaison des revenus, en fait. Et vous avez 3 SMIG ou 4 SMIG sur le même toit qui contribuent. Jamel Belhaj, président de la commission emploi et vie sociale, qui a l'air pleinement d'accord avec ce que vient de développer Mohamed Khenchi. Simplement, Jamel Belhaj, on va peut-être revenir aussi dans le débat. Le fait, cette décision politique avec peu d'effets économiques, déjà, avoir votre point de vue là-dessus. Et est-ce que dans cette affaire-là, il n'y a pas aussi une espèce de tactique politique de la part du gouvernement, à savoir, je joue la carte sociale, la carte des syndicats, et j'isole le patronat et la CGM qui se retrouvent pratiquement seuls aujourd'hui à être contre cette hausse du SMIC. Et limite isolée. Si vous me permettez un petit développement, pour essayer un petit peu d'élever un peu le niveau de débat, dans le sens où qu'on fasse pas un peu de pathos, il y a les gentils, il y a les méchants, etc. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a un vrai... Tout le monde il est méchant. Voilà. Tout le monde veut... Non, parce qu'il faut élever un peu le débat. Il faut élever un peu le débat. Aujourd'hui, si vous me permettez, oui. On a 1 200 000 chômeurs. D'accord. Ça, c'est le stock. C'est le stock. Oui, 1 million sans compter le reversement annuel. Voilà. Juste quelques chiffres quand même, parce que pour arriver à un argument assez simple. 1 200 000 chômeurs. On a une croissance industrielle qui est quasiment en berne. On perd des emplois tous les ans. Donc on a d'abord un problème de croissance, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Parce que pour pouvoir distribuer, il faut avoir quelque chose à distribuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de débat. Et moi, je ne souhaite pas qu'on se trompe de débat. On va aller sur ce débat. Juste, si vous permettez. Je vais répondre à vos questions assez rapidement. Et compte tenu que beaucoup s'accordent à dire que, en fait, on est plus sur le coup, l'effet d'annonce politique que l'annonce politique avait des effets économiques. À vos questions. Oui, ça va se dire, est-ce que là, dans la configuration aujourd'hui, contrairement au 1er mai 2013, on se retrouve avec un patronat, une CGM isolée et la CGM est loin d'être isolée. La CGM est loin d'être isolée. D'abord, la CGM est le seul interlocuteur du gouvernement et de toutes les parties prenantes nationales et internationales, donc elle n'est pas isolée. Pourquoi elle n'est pas isolée? Parce que justement, le chef du gouvernement a souhaité nous associer à la problématique sociale générale. Mais encore une fois, je vais insister clairement. Oui, mais il vous a rien donné. Ben Kiran, aujourd'hui, le chef du gouvernement, il est dans son rôle politique, il fait ce qu'il veut, comme il veut, il est dans son droit. Il a été élu et il fait son truc. Là-dessus, c'est pas discutable. Nous avons abordé avec lui, dans le cadre du dialogue social, les problématiques que rencontrent les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vu le peu de croissance que nous avons, on doit mobiliser le tissu économique pour plus de croissance. Et on a demandé un certain nombre d'éléments, comme le texte sur la grève, comme un débat sur le coût du travail, comme un débat sur le revenu, comme un débat pour la régionalisation éventuelle du SMIC. On a posé tous ces problèmes-là et on a dit, c'est Rachid, si vous me permettez, on a dit, c'est Rachid, il est souhaitable, dans l'urgence, de mettre en place un sommet social et il est d'accord sur le principe, comme il est d'accord sur le principe d'avoir un accord social triennal et les syndicats ont acquiescé dans ce sens-là, D'où ma réponse à votre question. Oui. C'est une décision politique, elle est souveraine, c'est la sienne. La CGM a contribué au débat général pour poser des vrais sujets dans le cadre d'un sommet, d'un dialogue avec les syndicats, et nous avons contribué, nous étions présents à toutes les réunions. Jamel Belhaj, je rappelle, vous êtes président de la commission emploi et vie sociale. Est-ce que dans tout ce qui a été listé, dans tout ce qui a été échangé avec le chef de gouvernement, il me semble qu'il y a une chose qui manque, et en tout cas, moi, qui m'a fait mal au tympan. Oui. C'est l'élargissement de l'assiette. Oui, justement. On n'en a pas parlé. Si, on en a parlé. Pourquoi? On en a parlé. Pourquoi? Jusqu'à présent, et même dans les différentes déclarations du patronat, j'avais pas entendu parler. On en a parlé dans le sens où aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est Rachid, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ceux qui déclarent pas déjà depuis toujours n'augmenteront pas le SMIC et continueront à ne pas déclarer les gens. Je rappelle que sur les chiffres que vous avez donnés, sur le chiffre que vous avez donné, sur les 2,8 millions
pour lesquels la CNSS se targue aujourd'hui, il y a à peine 1 190 000 personnes qui sont déclarées sur 12 mois consécutifs. Et c'est toujours les mêmes qui payent. Les grosses structures aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Tous les ans, elles augmentent leurs salariés, et croyez-moi, hein, elles n'attendent pas une hausse du SMIC pour augmenter leurs salariés. Donc la globalité, elle n'est pas tout à fait concernée. Le vrai sujet, c'est tout le pool qui est non formel, entre guillemets, et les industries qui consomment de la main-d'œuvre et qui vendent de la minute, comme le textile, etc., qui sont dans une situation délicate au regard de leurs concurrents tunisiens, roumains, etc., où le SMIC est relativement bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le débat du SMIC n'est pas le vrai débat. Le débat, c'est la hausse des revenus. Et c'est ça qu'il faut poser sur la table. Et qu'est-ce qu'on a dit au chef de gouvernement? Et il est d'accord là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on doit poser tout sur la table et ne pas stigmatiser la question autour de ça en disant oui, c'est beaucoup, c'est pas assez. Économiquement, ça n'aura pas d'impact macroéconomique majeur. Hein. Est-ce que la priorité des priorités, d'ailleurs, avec peut-être une démarche aussi solidaire au point de vue économique et social, parce que la solidarité, ça peut exister aussi en économie, c'est l'élargissement de l'assiette des cotisants. Et de se dire qu'en fait, de passer, de se dire, ce fils il a été pris une décision de créer une commission technique sur l'élargissement. On en voudrait 5 justement, dans 2 ans. C'est Rachid. Oui. Dans le cadre du conseil d'administration de la CNSS qui a validé le patronat a validé l'extension de l'AMO aux soins dentaires, l'IPE, donc c'est un point supplémentaire dans le coût du travail. Et à l'issue de ce conseil d'administration, nous avons décidé de créer une commission technique pour travailler sur l'élargissement des cotisants. Parce que le vrai sujet aussi pour la CNSS, c'est ça. Et donc cette commission tripartite, gouvernement, c'est le ministère de l'Emploi, syndicats et CGEM, va voir le jour dans les prochaines semaines. Avec l'objectif toujours de retirer un peu plus de pouvoir d'achat aux salariés. Au contraire, d'élargir l'assiette et de baisser le coût du travail, monsieur. Élargir l'assiette. Aujourd'hui, on a un taux de charge de 20 points. Demain, il peut être à 10, 12 points si on élargit l'assiette. Auquel cas, le problème se pose plus. Auquel cas, monsieur Rachid, l'État doit faire son boulot, c'est de travailler sur la lutte contre l'informel. Et ça, c'est fondamental. Là, on est d'accord là-dessus, mais je me dis, est-ce que si on remet pas forcément du niveau, parce que je considère qu'il y a du niveau, mais en tout cas du sens au débat d'aujourd'hui. Taïeb Aïs, président de la belle entreprise, quand dans l'édito, c'était clairement mentionné, un peu plus de 1,2 million de SMICards dans le secteur privé, 2,7 millions de personnes affiliées à la CNSS, 70 000 fonctionnaires qui vont bénéficier de la hausse du SMIC. Est-ce que le vrai débat, en fait, c'est de dire, voilà, en fait, il faut nécessairement élargir l'assiette des cotisants et que le politique, en la matière, s'est dit, moi, il est plus facile d'augmenter le SMIC que de partir à la conquête de celles et ceux qui ne déclarent pas leurs salariés. En fait, effectivement, il faut élargir l'assiette, tout le monde est d'accord là-dessus. Pardon ? On a l'impression qu'il est plus facile d'augmenter le SMIC ou autre que de poser un débat à l'endroit sur l'élargissement de l'assiette des cotisants. Non, en fait, on parle de deux choses différentes parce qu'en fait, l'augmentation de l'assiette, ça concerne la CNSS, ça concerne l'impôt sur le revenu. L'IS, les caisses de l'État, c'est toute la machine de solidarité aussi. Hein. Oui, exactement. Mais en fait, là, on parle en fait du SMIC, le salaire minimum en fait garanti, qui est assimilé en fait au salaire minimum vital, parce qu'en fait à 2300 dirhams c'est vraiment un salaire minimum vital. Vous savez qu'on a un salaire moyen qui est inférieur au SMIC ? Oui, en fait, ça va aborder cette question-là. En fait, c'est un autre problème. En fait, je pense pour le SMIC, justement, il y a une problématique qui est importante qu'on n'a pas soulevée, c'est que le SMIC, en fait, devrait être approché par une vision régionale. Nous avons en fait des régions qui sont différentes par rapport à d'autres. Par exemple, un SMIC à Casablanca de 2300 dirhams est peut-être très très bas, mais par rapport à des régions éloignées du Maroc profond, ça peut être quelque chose de bien. Donc en fait, il va falloir indexer le SMIC par rapport, fixer un SMIC à Casablanca et faire un dégradé par rapport aux 16 régions que nous avons, de façon à ce qu'on ait des SMIC régionaux. Et donc dans chaque région, on aura une décote, ce qui est très très facile. Mais encore faut-il avoir le même développement et niveau développement économique dans les différentes régions, ce qui est loin d'être le cas. Et des compétences. Justement, en fait, si les différentes régions n'ont pas le même niveau de développement, c'est pour ça qu'il va falloir instaurer un SMIC régional qui va justement encourager les entreprises à se délocaliser vers les régions, et ça va permettre aux entreprises régionales... Dans les régions où il y a un faible niveau de développement économique, ça veut dire qu'il va y avoir des revenus d'assistanat.
On va distribuer pas comme ça des 800 dirhams, des 1000 dirhams par mois. Non, pas forcément. En fait, par exemple, on va avoir la région de Casablanca avec un taux 0 et donc chaque région, on va faire moins 2, moins 4, etc., moins 5, etc., moins 5%, de façon à avoir un SMIC régional qui va pouvoir justement, premièrement, attirer les entreprises et décongestionner la zone de Casablanca vers ces régions. Ouais, là, deuxièmement, encourager. Il faut beaucoup de choses après. Non, il ne faut pas beaucoup de choses. En fait, c'est quelque chose de très important et très facile parce qu'en fait, on aura un système unifié. Ça va être un seul système, mais adapté aux spécificités de chaque région. L'industrie à bouche d'eau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr. Bien sûr. En fait, justement, ça va permettre d'abord. Qui exporte vers l'Europe. Pourquoi pas? Et qui est éloigné des... qui va faire pourquoi pas? Justement, ça va permettre à l'entreprise régionale de se développer et ça va permettre à l'entreprise régionale de créer des entreprises régionales et aux entreprises qui sont dans la région de Casablanca-Rabat de se délocaliser au niveau régional et national. C'est ce qui avait été prévu avec des incitations fiscales à Tanger et autres, et c'est pas pour autant que ça a marché. Ça avait marché. Oui, mais c'était prévu, mais c'était à 2005, 2006, 2007, on vous avait taraudé, c'était de chimère aujourd'hui. Et là, justement, ça rentre dans une politique globale de l'État. En fait, l'État doit avoir une politique globale et intégrée au niveau régional. Nous sommes dans la phase de la régionalisation avancée et la nouvelle constitution met énormément l'accent sur la régionalisation. Donc, il va falloir en fait le traduire d'un point de vue économique et sur des politiques économiques. Cette politique en fait d'un SMIC régional est important et ça va permettre d'encourager aussi bien l'entreprise régionale et de délocaliser. Du mal à concevoir qu'on puisse organiser un SMIC régional compte tenu qu'on n'a pas encore de niveau de développement régionaux visibles. C'est connu, ils sont connus. En fait, nous savons très bien que des régions éloignées sont moins développées que les régions de Casablanca. On a reçu le Mohamed Saji, le maire de Casablanca, mardi. 50% de la TVA générée par Casablanca est redistribuée dans les différentes régions du pays. Non, en fait, ça c'est un problème. En fait, la péréquation, en fait, la TVA, c'est une allocation qui est normale. On a la concentration du PIB sur l'axe Casablanca. C'est autre chose. Mais c'est aussi. Yassine Malouli, membre du Conseil national du RNI, Nation des Indépendants. Est-ce que le vrai débat ou la priorité des priorités, ce n'était pas ou ce n'est pas simplement de poser la question de l'élargissement de l'assiette des cotisants, compte tenu que les 2/3 de la population active échappent à toutes les à l'État invisible. L'élargissement de l'assiette fiscale. D'accord. L'assiette des cotisants, parce qu'on a un bassin d'emploi, une population d'emploi de personnes un peu plus de 9 millions de personnes. Et sur les fichiers de la CNSS, on en retrouve 2. C'est là, moi je veux le ramener à l'élargissement de l'assiette fiscale dans sa globalité. Le vrai problème, il est là aujourd'hui. Mais on va pas. Il y a un lien avec le. Oui, c'est la solidarité nationale, c'est l'assiette fiscale, c'est le secteur, je dirais, informel qui ne paie pas ses impôts. C'est pas tout simplement les cotisants. Aujourd'hui, le RNI, le gouvernement a mis l'accent sur un ministère aujourd'hui qui est le ministère chargé de l'intégration du secteur formel. Donc, M. Blahrache, on ne lutte pas contre le secteur informel, mais on l'intègre au sein du secteur formel parce que ce sont des Marocains qui travaillent aujourd'hui et qui vivent de ce secteur informel. C'est une réalité qui existe aujourd'hui et qu'on doit accepter. De Mamoun. Monsieur le ministre, monsieur le Mamoun Bouheddoud, exactement. Comment vous expliquez que lui, il n'est pas forcément visible, mais il est inaudible? On l'entend pas là-dessus. Parce qu'il est concerné en plus directement sur la question du salaire minimum et éventuellement d'une hausse répercutée, ses effets mécaniques. Voilà votre question. De toute façon, vous pouvez l'inviter et lui poser cette question. Mais ce que je sache. Vous savez ce qu'on dit on invite tout le monde, même Moula fait la LMI. Moi, c'est quand il sont très occupés le week-end d'ailleurs. Ils sont très occupés par les priorités qu'ils ont aujourd'hui sur la table. Mais le débat aujourd'hui entre le gouvernement et la CGM et les contacts entre les deux parties. Et M. Blahrache, il a dit qu'il y a eu des débats, des échanges. Peut-être qu'il n'y a pas eu une décision commune qui a été prise. Mais je veux mettre le point sur une chose. Aujourd'hui, ça me dérange déjà de parler de hausser, ou plutôt la hausse du SMIC. C'est une régularisation. Parce que le SMIC, c'est une décision, la hausse du SMIC, c'est une décision politique, c'est une décision sociale, c'est une décision légale aujourd'hui qui dit, pour tout Marocain, tout résident dans ce pays d'une façon légale, qui travaille dans le secteur formel, le taux horaire minimal garanti est de 12 dirhams 24 plus les 5% qui vont augmenter au mois de juillet, les 5% en juillet 2015. Donc c'est même pas une hausse des salaires, parce qu'aujourd'hui, comme a dit Sid Blahrache aussi, pour les grosses structures ont l'habitude d'augmenter les salaires des cadres. Mais moi, je fais partie d'une entreprise aussi qui pratique ça.
Et je peux témoigner que ce sont les bas salaires qui sont toujours exclus des augmentations. Ce sont les coursiers, ce sont les chauffeurs qui sont toujours exclus des augmentations annuelles. Il y a les cadres supérieurs, les ingénieurs qui ont toujours des augmentations de 10, 5, 15%. Qui sont exclus aussi de la couverture sociale. Ils ne sont pas exclus par la couverture sociale. La couverture sociale, monsieur, il est obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est notre. On doit pas. On doit pas changer de sujet, c'est Rachid. Le sujet aujourd'hui, c'est une décision politique. Aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision de régulariser le salaire minimal garanti aux Marocains, au Maroc, au sein de l'économie marocaine. Aujourd'hui, le sujet le plus important et qui touche carrément l'économie marocaine, sa compétitivité, ou quand on parle du plan émergence qui promet de créer 500 000 emplois avec une augmentation de la participation au PIB de 14 à 21 points. Aujourd'hui, on n'a pas envie de créer des emplois de 2200, 2300 dirhams de salaire. Le Maroc, Yassine Louis, si vous permettez, ma question c'est est-ce qu'en revoyant à la hausse le SMIC de 10%, ça va renforcer l'ambition de Moula Hafid Al-Alami, ministre du Commerce et de l'Industrie, de créer un demi-million d'emplois à l'horizon 2020. Ça n'a jamais été question de créer des emplois à 2000 dirhams, 2500 dirhams. Les nouveaux métiers du Maroc, on les connaît tous. L'aéronautique, tout ce qui est secteur automobile, tout ce qui est biotechnologie. Donc on n'est pas sur un plan émergence pour créer des emplois à 2000, 2500 dirhams. Ça n'a aucune relation. C'est un faux débat. Aujourd'hui, la décision est politique et on l'assume. Le gouvernement a promis un SMIC à 3000 dirhams. D'accord, il faut revenir sur l'engagement parce qu'il y a des députés de ce pays qui ont voté le programme gouvernemental. Il y a une revue des priorités de ce gouvernement qui a été signée 1 semaine, 2 semaines avant la revalorisation du SMIC. Donc aujourd'hui, on travaille avec tous les partenaires sociaux afin d'arriver à ce point. Peut-être qu'en 2016, on sera pas à 3000 dirhams parce qu'on voit que si les indicateurs ne permettent pas. Mais aujourd'hui, avec une hausse symbolique de 10%. Tout dépend, vous savez, tout dépend des politiques. Vous savez, l'augmentation du SMIC à 3000 dirhams, c'est déjà un pari gagné et un objectif atteint par le gouvernement au niveau de la fonction publique. Au niveau de la fonction publique, voilà, il y a que 70 000 dirhams, 70 000 personnes qui ne touchent que moins de 3000 dirhams. C'est par rapport j'ai le nombre, Richard, par rapport aux 850 000 fonctionnaires qu'on a, ça, c'est 8%. Et aujourd'hui, 8 000 dirhams, 3000 dirhams net. C'est quelque chose d'étudié et ça n'aura pas un impact directement sur le panier des salaires du gouvernement. Vous savez ce que ça va avoir un impact? On est dans un pays où le salaire moyen est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé. Et que là aussi, ça met en relief aussi le modèle économique sur lequel on va aller, sur le revenu. Est-ce qu'effectivement, quand on parle de libéralisme, de compétitivité, est-ce que ça a du sens lorsque effectivement il y a un indicateur qui est là, c'est que le salaire moyen dans notre pays est plus élevé dans le public que dans le privé. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire rapide, une petite anecdote, mais bon, une grande chaîne de supermarché mondial, hein, c'est pas au Maroc, elle a compris le jour où il a vu son chiffre d'affaires baisser que l'augmentation des salaires des caissiers est la solution optimale pour faire augmenter sa rentabilité et son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, le service public, c'est un service important. C'est aujourd'hui, on mise sur le service public, sur le renouvellement du service public. Aujourd'hui, le fonctionnaire ne doit pas être le maillon faible. Et le gouvernement a compris aujourd'hui que le salaire minimum de 3000 dirhams pour un fonctionnaire est carrément le minimum qu'on peut accepter aujourd'hui. Voilà. Mais c'est aussi le fait de dire que dans toutes les économies dites dynamiques, il n'y a pas un seul pays au monde où le salaire moyen est plus élevé dans le public que dans le privé. Est-ce que vous savez qu'on a augmenté le salaire minimum de 18 fois durant ces 30 années au Maroc? Oui. Et ça n'a pas eu d'impact sur la compétitivité de ce pays? Oui, mais c'est pas pour autant que ça a renforcé notre productivité. Non, parce que ça a été augmenté de manière étudiée, monsieur. D'accord. Voilà. Le RNI a participé à ces gouvernements-là. C'est peut-être que vous dites ça. Exactement. Vous, lorsque vous avez quitté le gouvernement en 2010, on a eu un déficit budgétaire qui a explosé. Par hasard, ouais. Voilà, comme par hasard. Voilà. Sur les différences. Mohamed Renchi, l'économiste. Et le professeur international. Le professeur international. Vous voyez, ah là, j'ai surdimensionné. Mohamed Renchi, qui est professeur à l'Université internationale de Rabat. Tout à fait. On essaie d'avancer un petit peu sur ce débat. Est-ce qu'on pourra avoir mené des débats sérieux, cohérents, compte tenu que sur une population active de 9 millions de personnes d'actifs, en fait, on a les 2 tiers de cette population active qui est invisible, hors radar, hors champ
et que du coup, en fait, on est en train de parler de 1 million et demi de personnes. Tout à fait. Trois constats. Hein. Le premier constat, c'est que la politique d'aménagement du territoire dans ce pays est largement en berne. Hein, régionalisation avancée. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un iota. Et donc, à ce niveau-là, il y a des retards monstrueux qui pourraient rapidement être rattrapés et mettre les revenus en fonction effectivement de la territorialisation des entreprises. Retard aussi dans la réforme territoriale, qui a un coût, c'est fondamental, ça c'est structurel et je ne partage pas tout à fait votre point de vue parce que le voisin d'Espagne pratique des politiques salariales largement régionalisées. Je veux dire, la Catalogne n'a rien à voir avec l'Andalousie, qui n'a rien à voir avec l'Extremadure. Ils sont sur un modèle anglo-saxon, ils n'ont pas francophone. Oui, c'est ça. Encore une fois, je répète, nous sommes dans l'esprit régionalisme centralisateur, jacobin, français. Dans les régions riches, des salaires élevés, les régions pauvres, des salaires moins élevés. Un dernier mot qui rejoint directement la Confédération, c'est la faiblesse du partenariat au niveau des branches. Les branches professionnelles, les branches socio-professionnelles. Là où ça marche bien, ce genre de choses, c'est quand il y a des conventions de branches, des réunions de branches, etc. et tout, ils n'ont pas des traitements indifférenciés. À la carte, comme ça, très aléatoire. Comme ça, on jette le truc. Ça, c'est dans la commission emploi et vie sociale. Moi, je voudrais insister sur deux, trois points. Pour sortir de ça, je sais que vous êtes très attaché au sommet social. Je trouve que ça a du sens, mais à mon avis, un sommet d'abord économique. L'Everest d'abord économique et ensuite peut-être le sommet social. Mais ça peut être joint. Oui, ça peut être joint, mais d'abord on crée la richesse et ensuite on voit à qui on distribue et comment on peut distribuer avec des mécanismes. Mais Jamel Belrach, là, par rapport à ce que développait Mohamed Renchi, est-ce que ça aussi, le fait de ne pas avoir développé, avoir avancé au niveau de la régionalisation, d'avoir doté de serait-ce que le pays de 4-5 régions économiques fortes, oui, c'est ça. Fait qu'en fait on est dans un débat. Voilà, où on parle aujourd'hui de 2 millions de personnes lorsqu'on aborde la question du SMIC et des revenus. Vous avez parfaitement raison, et je vais essayer de développer le propos si vous voulez bien me laisser quelques minutes. J'ai écouté attentivement. D'abord, je pense que il faudrait que Yassine, même s'il a sa casquette de politique, ait la raison de l'avoir. Et il l'assume. Juste qu'il n'oublie pas une chose. Casquette RNI bien vissée. Qu'il n'oublie pas une chose. Parce que je pense qu'il semble avoir oublié, mais c'est normal, il est devant le micro, c'est que ce sont les entreprises qui créent de la richesse et qu'elles appartiennent pas à l'État et qu'on peut pas leur imposer. Les chefs d'entreprise aussi. On ne peut pas leur... Non mais, je parle de la casquette politique, là. J'ai parlé de la casquette politique, hein. Certaines entreprises appartiennent à l'État. Voilà. Non, mais aujourd'hui, hormis... mais l'OCP, encore une fois, est un outil au service du gouvernement. Mais aujourd'hui, le secteur privé, c'est lui qui crée de la richesse et c'est pas un millefeuille de charges qui va faire que ce secteur privé va créer de la richesse. Or, on en a besoin, et c'est ce que vous disiez, sommet économique, etc. Or, le sommet économique, et aujourd'hui, il y a globalement des stratégies sectorielles qui ont été initiées, qui ont pour but de développer de la croissance, mais aujourd'hui, quelle est l'urgence ? L'urgence, elle est sociale. Et pour ce faire, il faut poser le modèle qu'on veut. Et le modèle qu'on veut, il n'est pas français. Il est marocain. Et pour ça, il faut poser tous les éléments sur la table. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui avec le gouvernement. Pourquoi la CGM a développé un dialogue social direct avec le syndicat ? Justement pour dire aux syndicats, pour une fois, stop ! La négociation, c'est pas que les salaires. La négociation, c'est un tas d'éléments. C'est le coût du travail, c'est la formation, c'est l'employabilité des gens, c'est un tas de choses. D'où l'urgence maintenant qui est de dire, et là je vous rejoins, aujourd'hui lorsque il y a des conventions collectives qui marchent bien dans certains secteurs comme la banque, ça roule. Il y a le paix social, ça fonctionne. Comme le secteur bancaire, par exemple, etc., ça roule. Or aujourd'hui, il y a à peu près 40 conventions collectives au Maroc. Ça n'a aucun sens. Donc le combat est ailleurs. Et j'insiste encore une fois, parce que quand j'entends dire, oui, augmenter le SMIC, c'est rien du tout, c'est pas le sujet. Parce que j'aimerais qu'on élève le niveau de débat dans ce pays, ok ? Dans ce pays, on aime bien aller vers des choses un peu pathos, émotionnelles, etc. C'est un sujet économique et de vision du Maroc. N'oubliez pas une chose, en 2009, Sa Majesté nous a invités à travailler sur un contrat social. J'ai pas vu les politiques aborder l'once d'une feuille blanche sur le contrat social et encore moins discuter de la notion de revenu, de SMIC ou quoi, et de redistribution. Maintenant, la régionalisation, bien évidemment,
Et comme l'a dit mon collègue avant, bien évidemment qu'aujourd'hui, il doit y avoir à terme une véritable concurrence régionale pour doper les économies locales et à ce moment-là, faire en sorte qu'il y ait un tissu économique, qu'il y ait de la mobilité sociale. Mais ça, on l'a pas. Mais non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va nous falloir 20 ans pour le mettre en place. Rachid, si vous voulez bien, oui, Rachid, aujourd'hui, si vous voulez bien, c'est pour ça qu'il faut un sommet social d'urgence maintenant, parce que on n'a plus le temps d'avoir le temps. Aujourd'hui, notre pays a les agrégats au rouge. On a un taux de chômage qui va atteindre les 11%. Vous mettez le social avant l'économie. Mais mais non, je ne mets pas le social, je vous dis, il y a des stratégies sectorielles qui sont en place. Il y a un plan émergence qui a été initié. Maintenant, regardez les prévisions de croissance pour 2014, ne dépassera pas 2,5%. Mais justement, quand vous avez une croissance qui dépasse pas les 2,5, et après qu'on vienne vous dire, il faut redistribuer quoi? Des cacahuètes? Non. Aujourd'hui, il faut poser le modèle social. Et le modèle social, il faut poser le débat sur le coût du travail, sur le SMIC, sur les revenus, sur l'emploi, sur un tas de la protection sociale aujourd'hui, qui est amenée à se développer. Parce que d'abord, les bailleurs de fonds internationaux nous imposent aussi un tempo. On n'est pas tout seul. Et aujourd'hui, on fonctionne comme si on était une île. On fait ce qu'on veut, on a le portefeuille de l'État et on redistribue. C'est un moment, Benjamin Belhach, président de la commission emploi, la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Grosso modo, la CGM, on peut dire que c'est un peu le CAC 40, c'est un peu les grands patrons, ceux qui n'ont pas trop de difficultés à boucler les fins de mois et les fins d'année. Vous avez pas tous les éléments sur le fichier de la CGM, je vous réponds clairement. Si c'était le CAC 40, ça s'appellerait Association marocaine du CAC 40 marocain. C'est 35 000 entreprises. C'est de 35 000 entreprises, c'est Rachid. La majorité des entreprises sont moins en souffrance que les PME, PMI. Y compris des PME, PMI. D'ailleurs, le vice-président de la CGM aujourd'hui est un acteur majeur dans le secteur, dans le tissu PME, PMI. Donc c'est pas le sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque les 33 fédérations sectorielles se sont réunies au conseil d'administration et ont dit attention, la compétitivité, etc., tout le monde, d'un seul homme, s'est levé pour dire attention, ça va être compliqué pour nous tous. Ils ont pas dit on est contre le SMIC, ils ont dit ça va être compliqué, il nous faut des contreparties. Et les contreparties, c'est le droit de grève, c'est la baisse du coût du travail. Et la baisse du coût du travail, elle ne se fait pas par décret. Elle doit se débattre. Donc en fait, la hausse ne vous dérange pas sur le fond. Si elle avait été accompagnée Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise vous dise je ne veux pas élever le niveau de vie de mes collaborateurs? D'accord? Quand j'entends le monsieur qui me dit tout à l'heure, oui, il y a des gens et des boîtes qui augmentent que les cadres. Mais non, c'est amical. Qui augmentent que les cadres. Moi, ça me fait rire. Moi, mon coursier, il est à 5 000 balles net. Donc ça n'a rien à voir. Le sujet n'est pas là. C'est pour ça qu'il faut qu'on rentre dans les pauvres gens, etc. Ça n'a pas de sens. Le débat est ailleurs. Est-ce que les entreprises du CAC 40 CGM, si on leur prend juste un peu de sous, ils vont pas souffrir au niveau de la marge bénéficiaire? Vous oubliez tout ce qu'elles ont donné, la cotisation solidarité, le point supplémentaire sur le coût du travail, elles donnent pour l'instant. Le débat n'est pas là. C'est plus les salariés qu'on le débat, la confédération patronale, elle s'inscrit dans l'avenir. Et l'avenir, c'est on pose le modèle qu'on veut. Le modèle de croissance dont vous parlez souvent dans votre émission à juste titre. Et donc le modèle social. C'est de ça dont on parle. Élevons le débat. Arrêtons d'avoir un débat de quartier. Quartier. C'est dit. Débat de quartier. Juste un élément. Taïabaïs pour juste la continuité, la cohérence du débat, de manière à ce qu'on ait un débat qui ne rase pas les pâquerettes, mais qui soit un débat qui à la fois prenne de la hauteur, mais à la fois qui soit très terre à terre aussi au travers de questions, aussi de réflexions, qui soit très basiques aussi des fois. Il y a une urgence sociale et économique, Rachid. La croissance aujourd'hui, elle est en berne. Les agrégats sont au rouge. Elle est en berne aussi, mais bon, pour comprendre aussi la situation, pour avoir le point de vue de Taïabaïs, président d'Amel Entreprise. Oui, en fait... Sur une autre question. Oui. Je ne veux pas me mettre en opposition à qui que ce soit ici même. D'ailleurs, je remercie les uns et les autres d'avoir accepté notre invitation au débat. Peut-être d'avoir, Taïabaïs, votre appréciation du discours tenu par Jamel Belhach avec sa casquette de président de la commission emploi de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Est-ce que vous partagez, vous, son point de vue, de ce qu'il dit? Nous, voilà, la CGM, voilà comment on voit les choses. On considère que, nous, il faut un sommet social. Que la association patronale, il peut pas être contre ce que je dis. Je ne sais pas. Moi, quand même. Moi, je ne sais pas. Il doit y avoir des débats au sein des associations patronales. Ça, c'est une manière déguisée de Jamel Belhach, vous mettre un peu la pression, mais je sais que vous avez dépassé la pression. Et la passion, d'ailleurs, aussi. Et pour voir un petit peu l'appréciation du discours de la CGM, vous en pensez quoi? En fait, nous partageons beaucoup. En fait, en tant qu'entreprise, évidemment, nous partageons énormément de choses parce qu'en fait, nous travaillons tous pour l'entreprise marocaine, pour le développement de l'entreprise marocaine, pour le renforcement des capacités de l'entreprise marocaine, que ce soit en fait de notre côté, de côté des autres associations professionnelles. Nous travaillons tous pour la même cause et je pense que tout le monde est conscient là-dessus. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a rien qui vous gêne dans son discours?
Non, ça, en fait, les gens disent. On est en phase. Non, mais, les gens veulent nous opposer, mais on est en phase. Non, en fait, c'est un patron. Oui. Non, en fait, justement, en fait, si vous permettez, le fait que la CGM, d'ailleurs, considère, pour la faire court, qu'ils ont fait suffisamment d'efforts et qu'il est hors de question, une fois de plus, que les entreprises, en tout cas affiliées à la CGM, fassent un effort, consentent un effort supplémentaire et supportent la décision politique d'une hausse du SMIC. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ou pas? En fait, notre point de vue, il est clair. En fait, les entreprises peuvent supporter un coût supplémentaire à ce niveau-là s'il y a des mesures d'accompagnement qui renforcent la capacité des entreprises marocaines. Ça, en fait, on est d'accord là-dessus. Sur notre point de vue, c'est que c'est ce que quelle genre d'autre partie il y avait les mesures d'accompagnement, en fait, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires de l'entreprise marocaine. C'est l'amélioration des différents facteurs qui font justement, qui grèvent la productivité de l'entreprise marocaine. Je parle notamment de l'énergie qui est très important pour les industries marocaines. Donc c'est là en fait où nous devons travailler tous. Justement, en fait, ils veulent quoi? L'énergie est largement compensée par l'État. Il y a une prise en charge. Mais il reste de l'État toujours en fait l'énergie. On sait très bien que beaucoup d'entreprises échappent à l'impôt ne payent pas l'IS. Donc quelle contrepartie légitime pour revendiquer l'entreprise aujourd'hui dans une négociation avec le gouvernement? En fait, les entreprises qui ne payent pas l'IS, qui trichent, nous sommes contre toutes les entreprises qui trichent, aussi bien au niveau de l'IS, au niveau de la CNSS, etc. Nous sommes contre ces entreprises, on ne peut pas les tolérer. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on est clair. Il faut travailler dans la légalité. Il faut que l'entreprise soit citoyenne. Et pour qu'il soit citoyenne, il doit payer ses impôts, il doit payer la CNSS, il doit déclarer ses salariés, etc. Respecter le salaire minimum, etc. Donc avec tout ce qui est dans les différentes lois qui afférentes aux entreprises. Donc je pense là, tout le monde est d'accord. On ne peut pas être divergent à ce niveau-là. Par contre, en fait, le week-end dernier, nous avons, au niveau de l'association Amal Entreprise, nous avons tenu un forum international à Marrakech le week-end dernier. C'est l'International Business Forum. Et nous avons reçu plus de 2000 hommes d'affaires et femmes d'affaires au Maroc et à l'étranger. Et justement, nous avons sondé les investisseurs étrangers. Et tout le monde était d'accord, en fait, que ce qu'ils demandent, ce n'est pas un salaire minimum bas, mais ce qu'ils demandent, c'est du personnel qualifié, spécialisé et avec une formation. Qui soit moins cher que le Tunisien, que l'Algérien, que l'Égyptien. C'est pas ça, en fait. Non, les gens veulent venir au Maroc. En fait, les gens ne veulent pas aller en Égypte parce que justement, il y a des troubles en Égypte, tout le monde le sait. Les gens veulent venir au Maroc, ils veulent s'installer au Maroc. Et nous avons déjà pu installer, durant justement ce forum, plusieurs investisseurs étrangers se sont installés au Maroc. Mais ce qu'ils demandent, la chose qu'ils demandent, en fait, c'est des ouvriers spécialisés, c'est de la main-d'œuvre spécialisée, formée, bien formée. Vous savez, en fait, ce que les gens demandent. On peut revendiquer légitimement d'être bien payé aussi. C'est ce qui est tout à fait normal. Quand vous avez de la main-d'œuvre qualifiée, il faut bien la payer. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que vous la payez? Parce qu'il y a un rendement. Si vous donnez 1000, vous allez avoir 10 000. C'est rentable. Donc, c'est ce que l'entreprise en fait demande, ce que les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, demandent au Maroc, c'est d'avoir un climat des affaires sain, propice, qui encourage l'entreprise. C'est d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, bien formée. Et donc, les entreprises ont un rôle à jouer. Donc, en fait, nous, au niveau de l'association Amal Entreprise, nous avons des partenariat avec plusieurs entreprises, aussi bien à Casablanca que dans d'autres villes, pour justement développer la main-d'œuvre. Je termine juste. Pour développer en fait de la main-d'œuvre et des salariés en fait bien formés qui répondent aux besoins du marché marocain et de l'entreprise marocaine. C'est ce que nous demandons. Et je pense si on travaille sur ces différents volets, nous allons gagner le challenge de renforcer les capacités de l'entreprise marocaine, de créer de l'industrie marocaine, d'industrialiser le Maroc, parce qu'en fait l'avenir du Maroc et de l'économie marocaine, c'est dans l'industrialisation de notre tissu économique, et c'est ça en fait qui va créer de la valeur, qui sera par la suite distribuée et qui nous pourront en fait par la suite exporter, et c'est là où nous créons véritablement de la valeur ajoutée. Une fois qu'on a décliné et qu'on essaie de cerner un petit peu la population dont on parle, il me semble important aussi de parler des secteurs qui sont concernés par la hausse du SMIC. Je crois qu'il y a 3 secteurs grosso modo qui sont directement en fait concernés. On parle de l'industrie, du commerce et des services. Ouais. En clair, pour la ferme.
En tout cas, si c'est élargi, voilà. L'industrie, c'est très large. Je veux dire, simplement les trois pôles dynamiques. Un, l'industrie, deux, les services, et trois, le commerce. Mais il y a je précise pour ça. Non, il y a le SMAC qui concerne l'activité agricole et le SMIC qui concerne tout le reste. Voilà. Donc, parce qu'avant, le textile habillement, il était toujours traité à part et c'était. D'ailleurs, il y a un effet de rattrapage aujourd'hui. C'est aligné maintenant depuis la fin de l'année dernière. Est-ce que. Mais sans transition, mais juste sur une question par rapport justement. Les États sur l'industrie, il y a des chiffres qui sont tombés tout récemment, je crois, il y a une semaine dernière, sur le secteur industriel qui détruit des emplois depuis un certain nombre d'années. Et là, en fait, on est passé sur un niveau de destruction d'emplois de 45 000. Est-ce que on doit considérer ou pas qu'il y aurait un effet de la hausse du SMIC qui va être encore plus destructeur pour ce secteur industriel qui déjà détruit de l'emploi en masse? Non, écoutez, je vais continuer ce qu'a dit mon collègue de l'association ML, parce qu'aujourd'hui la question à se poser, est-ce qu'on veut un modèle low cost pour l'économie marocaine, ou bien veut-on, donc c'est ça ce qui a été présenté par Moulay Hafid El Alami devant Sa Majesté le Roi, une industrie marocaine de qualité, compétitive, avec des nouveaux métiers, qui crée de la valeur ajoutée, qui crée de l'emploi pas précaire, parce qu'on n'a plus envie de créer de l'emploi précaire. Ça nous intéresse plus. Les Marocains sont plus intéressés par ça. Est-ce qu'on a le choix? On a le choix. Bien sûr, on a toujours le choix, monsieur Rachid. Bien sûr. Je sais pas, je vous pose la question. Si tout le monde aujourd'hui s'inscrit dans la feuille de route tracée par le gouvernement, si aujourd'hui le patronat défend les intérêts qui sont les leurs, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, la décision, parce que je veux juste préciser un point. Je refuse de parler de hausse du salaire minimal. Il n'y a pas de hausse du salaire minimal. Le salaire minimal, on ne l'impose pas au patron. Le salaire minimal, c'est une décision légale. Au Maroc, si vous voulez avoir une entreprise, monsieur le patron, l'heure minimale légale, aujourd'hui, il est de 12 dirhams 24, et à partir du 1er juillet, ça va augmenter de 5%. On n'impose pas au patron de hausser les salaires des gens, des salariés. Ça, c'est exclu. On est dans un pays libéral. Il faut arrêter de faire passer ce genre de message. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est au Maroc, c'est 12 dirhams 24. Voilà. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est une décision politique, voilà, par un gouvernement dont le programme a été voté au Parlement, et voilà, et ce Parlement a été voté par le peuple. Aujourd'hui, dans 10 jours en Suisse, monsieur Rachid, le SMIC en Suisse va être augmenté par une votation. Une votation en Suisse, c'est équivalent à un référendum. Chez les Suisses, on dit votation. C'est même pas les patrons qui vont décider, c'est même pas le gouvernement qui va décider, c'est une votation. C'est l'exercice démocratique. La Suisse qui est l'exemple de la démocratie. Qui est l'exemple de la démocratie. Écoutez, et aujourd'hui, quand nos patrons... La Suisse, c'est le premier pays, c'est la première économie mondiale en termes de croissance. Exactement, et un modèle dans l'exercice démocratique. Moi, je parle aujourd'hui de l'exercice démocratique. Mais vous avez avec des salaires très élevés à 5 000 euros le mois. Le salaire médian. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle aujourd'hui de l'exercice démocratique. Moi, je parle pas je compare pas les économies. Je parle de l'exercice démocratique. On veut la démocratie. Aujourd'hui, il y a les patrons et des investisseurs qui demandent un pays démocratique, avec un parlement, avec un gouvernement. Il y a une décision démocratique qui a été prise. Aujourd'hui, le gouvernement donne énormément aux entreprises. Il y a des cadeaux fiscaux. Aujourd'hui, il y a des incentives. Aujourd'hui, le plan émergence qui n'est pas fait pour les ouvriers, mais qui est fait pour les entreprises, les investisseurs. Maintenant, c'est aux entreprises marocaines. Et moi, je fais partie des patrons. Moi, j'ai une entreprise de jouer le jeu. Aujourd'hui, si on veut vendre le Maroc comme une destination low cost pour faire de la délocalisation, business process outsourcing et traiter les fiches de paie de la France ici au Maroc, à la limite, ça a créé des emplois durant des années, mais c'est pas ça qui va industrialiser le Maroc. Aujourd'hui, si on veut créer... à reposer là-dessus. Non, mais c'est important. Aujourd'hui, quand le patronat, il travaille sur une étude, sur un livre blanc par rapport à la compétitivité et l'industrialisation du Maroc, et on parle de nouveaux métiers, et de l'autre côté, on commence à parler de l'impact de 100 dirhams sur les salaires bas. 80 dirhams. C'est vraiment là, et là, je réponds, on distribue des cacahuètes. C'est vraiment des cacahuètes qu'on distribue. Des cacahuètes. Moi, c'est juste une question, je le dis tout à l'heure, ça, grosso modo, cette augmentation du SMIC, la revalorisation des salaires minimum va concerner 3 grands pôles, un l'industrie, 2 le commerce et
3, les services. Concernant le secteur industriel, l'industrie, vous avez fait référence effectivement à la nouvelle stratégie industrielle qui a été présentée par Moula Hafid Alami il y a quelques semaines devant le chef de l'État. Il y a des chiffres aussi, comme on dit souvent en économie, je pense que Mohamed Renchi va pas contester la chose, qui sont têtus. C'est un secteur qui détruit de l'emploi en masse ces dernières années. Le dernier chiffre qui vient de tomber, c'est destruction de 45 000 emplois. Est-ce que la hausse, la revalorisation du SMIC, du salaire minimum, aura un impact ou pas sur le secteur d'activité qui est l'industrie, que ce soit les activités du secteur du textile ou autre? Moi, sur 30 ans, 18 augmentations, revalorisation de SMIC, ça n'a pas touché la compétitivité du Maroc. Aujourd'hui, 45 000 d'emplois perdus, et on en a plus de créés. C'est le cycle de l'économie. On ne doit pas s'arrêter sur un chiffre ou sur une statistique. C'est tout à fait normal. On est dans un système libéral. Il y aura des emplois détruits à chaque fois. Il y aura même des secteurs qui vont faire faillite. On est dans un monde ouvert. On est dans une mondialisation. Aujourd'hui, il y a un plan. Aujourd'hui, il y a une stratégie. Il faut s'inscrire, sinon il faut ramener des propositions à forte valeur ajoutée. Voilà. Je rappelle à côté de ça que d'ailleurs il y a un autre chiffre qui est tombé, d'ailleurs toujours l'étude sur les 10%, 10, c'est la hausse du chômage. On a franchi la barre des 10% aussi. Donc est-ce qu'on peut avoir ce discours-là juste là-dessus? Justement, Mohamed Renchi, ensuite Jamal Belhachi, si vous permettez. Mohamed Renchi, économiste, qui vous regarde les yeux dans les yeux. Mohamed Renchi, économiste et enseignant-chercheur à l'Université internationale de... C'est de respecter les universitaires. De Rabat. Heureusement qu'il faut les respecter. Mohamed Renchi, est-ce que, par rapport au développement de Yassine, les membres du Conseil national et du RNI, de dire voilà, on est dans une option, d'une démarche libérale en tout cas, que de toute façon l'économie ça crée et ça détruit de l'emploi. Démarche libérale, c'est un peu excessif. Et dans l'équation 1, on a un niveau de développement économique aujourd'hui qui est en train de... On a une croissance molle qui est prévue pour 2014 et certainement aussi pour 2015. On a aussi un stock de chômeurs et un chômage qui vient d'atteindre, voire qui a dépassé la barre des 10%. Donc, où on inscrit la hausse de ce salaire minimum? Bon, je crois que, de façon générale, quasiment 20 minutes de la fin de cette émission, on est tous d'accord pour dire que cette augmentation du SMIC n'a pas une détermination économique, mais une détermination politique. Et politique. Et la seconde chose, c'est que son impact économique, si j'exclus les effets mécaniques de mobilité de la grille des salaires, cet impact économique sera relativement faible, voire même inexistant. Alors, pour encadrer maintenant les choses autrement... Donc, comment vous expliquez, je pense que Jamal Belhachi m'en voudra pas, toute la montée en charge de la CGM, compte tenu qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets? Je crois qu'on confond deux choses. Le gouvernement fait un coup politique et puis la CGM montre, et c'est le monter ça. On confond deux choses. Comme vous l'avez dit, c'est très bien qu'il y aura peu d'impact. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres sont têtus, donc les chiffres à ce niveau-là ne démentiront pas la réalité économique, mais de l'autre côté, les partenaires, comme dans tous les jeux, comme dans tous les enjeux, ont des rapports de force, ont des systèmes de négociation entre eux, ont des choses à demander. Je te lâche sur le... Ça veut dire quoi, que la CGM est en train de s'exprimer parce qu'elle veut négocier les contreparties et montrer quelque part un peu les biscottos. En tant qu'organisation patronale, elle est légitime dans son rôle de faire avancer un certain nombre de choses. J'imagine que et ça rejoint ce que disait M. Taïeb tout à l'heure, l'investisseur étranger, il vient surtout pour un droit du travail, un code du travail clair et des conventions collectives bien circonscrites, et il sait dans quel cadre et il peut investir dans quel cadre il va bosser, et non pas parce qu'il y a 100 dirhams ou 200 dirhams il porte pas une œil, l'investisseur ne porte pas une œil averti sur le salaire minimum. Cette histoire, d'ailleurs, un prix Nobel d'économie a beaucoup écrit là-dessus, cette histoire de compétitivité, etc. et tout, elle est à regarder, mais pas sous le volet simplement du salaire minimum, du salaire horaire ce qu'on appelle les avantages comparatifs des nations ne se situe pas du tout à ce niveau-là. Il existe, ils existent éventuellement, et effectivement ces avantages comparatifs, mais ils sont dus à d'autres déterminants. Alors, je voudrais simplement soulever deux choses. La première chose, c'est que la perte de compétitivité, elle est fondamentalement due à deux phénomènes, à la faiblesse de notre productivité et à la rapidité dans laquelle nous avons signé des accords de libre-échange et nous n'avons pas été capables de revaloriser notre tissu industriel pour qu'il soit compétitif par rapport à deux grands ensembles, essentiellement l'Union européenne et, excusez-moi pour le terme, la doudoune
drones que nous recevons de la part de la Turquie sur nos propres terrains de spécialisation industrielle. Là, je veux dire, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder de plus près plutôt que sur une augmentation du SMIC de 10%. La deuxième chose, mais par contre là, on revient sur le terrain du salaire et du revenu de façon globale, comme c'est Jamal suggère qu'on aille. C'est jamais cette indexation que nous avons mis en place, cette décompensation, et si jamais il y a une dérive du prix du baril international, nous allons avoir plus qu'une perte de pouvoir d'achat. Et là, je veux dire, la paix sociale sera... Il faudra aller chercher d'autres sources de financement pour la financer, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc je pense que les acteurs sociaux devraient être plus dans l'anticipation de ce genre de choses que d'être fixés sur les 10%, etc. et tout. Et je terminerai par là. Je veux dire, les domaines de spécialisation du Maroc et le plan émergence, entre autres, mais pas uniquement. Je veux dire, même le SMAG, si on regarde les grandes exploitations, etc. et tout, qui sont concernées et pas le fellah dans ma région de Khomisset. Le fellah qui est majoritaire dans le paysage agricole. Le petit fellah qui est majoritaire dans le secteur agricole. Tout à fait, mais il n'est pas concerné par le SMAG et le SMIG, lui. Donc, c'est le secteur automobile, électronique. Ça veut dire que le SMAG, il concerne très peu d'individus. Bien sûr, l'aéronautique ne sont pas du tout concernés par ce genre de président de la commission emploi et vie sociale à la CGM. Vous avez évoqué tout à l'heure des contreparties. Oui, aujourd'hui, attente des chefs d'entreprise et de la CGM à la matière. Après ce coup politique, justement, c'est OUP et c'est OUT d'ailleurs. Si vous permettez, le rehaussement de la si vous permettez, j'insiste. Il faut vraiment que le débat s'élève. Parce que il faut comprendre ce qui doit être compris. Pas le nôtre, celui de l'espace public. D'une part, le débat public. Le débat justement, quand même, j'allais revenir là-dessus. Et je le remercie d'avoir repositionné un élément important, parce que la problématique de l'impact, c'est pour ça qu'il faut pas... On peut avoir un discours populiste, hein, c'est facile, hein. Oui. On peut avoir un discours populiste, parce que ça, c'est le sport national, ça fait bien, etc., etc. Et pour avoir des électeurs, c'est sympa aussi, hein. Et pendant ce temps-là, on parle pas d'essentiel. Absolument. Et pendant ce temps-là, je termine. Donc, pendant ce temps-là, on règle pas les vrais sujets. Et on peut dire, oui, le SMIC, 110 dirhams, c'est rien, les patrons, c'est des méchants, les capitalistes. Il y en a marre de ces discours. Il a tenu pendant 45 ans. Stop. Aujourd'hui, l'urgence est ailleurs. On a 60% de jeunes entre 15 et 29 ans qui sont au chômage. On a sacrifié une génération au niveau de l'emploi. Il y a une deuxième qui est en cours. Donc si on veut apporter des réponses concrètes, il faut poser le vrai débat. Donc s'il vous plaît, arrêtons le populisme. Aujourd'hui, le vrai débat, il est où? Et c'est pour ça que lorsqu'on a eu le chef de gouvernement en face, et d'ailleurs ça l'a fait sourire à juste titre, on lui a dit, nous, votre SMIG, 10%, 15, 20%, c'est pas notre problème. C'est pas le sujet. C'est le problème de qui? Le sujet, c'est comment on fait pour baisser le coût du travail et comment on crée les conditions de la croissance. Il est là le débat que la CGM a posé. Et donc, la prise de position de la CGM, c'est pas de l'incantation pour de l'incantation, c'est simplement un appel à poser le vrai débat pour que demain, on vienne pas encore avec une hausse X, Y ou Z et que dans les 3 ans qui viennent, avant les 3 ans, on ait signé un vrai accord social avec les partenaires sociaux et le gouvernement et qu'on sache où on va. Deuxième point sur lequel je voudrais insister. Interrompre le deuxième point, on va rester sur le premier point. Jamal Belhach, si vous permettez, vous avez dit, voilà, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de porter le débat au niveau de l'exécutif sur la question aussi de la baisse du coût du travail. Absolument. Ça, c'est peut-être une contrepartie sur que vous allez essayer certainement de négocier dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais baisse du coût du travail, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comment baisse des charges Baisse des charges sociales, donc qui pour la partie employeur, il y a des pistes. Il y a des pistes sur lesquelles on va travailler, encore une fois, et la loi de finances arrive, on va essayer de négocier des choses avec l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat et les syndicats et le gouvernement, et le principe a été arrêté aujourd'hui. C'est pour ça que, encore une fois, le chef de gouvernement, il est dans son rôle, et là je rejoins Yassine, attention, il a été élu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et par contre, nous n'avons pas été associés à cette hausse du SMIC, donc il ne faut pas dire que c'est un accord avec les partenaires sociaux et qu'il est main du dialogue social, ce n'est pas vrai. Non, c'est l'accord entre le gouvernement et les centrales syndicales. C'est un accord qui a été pris, une décision qui a été prise unilatérale, et il est dans son droit. Mais nous, en tant que patronat, notre droit, c'est de défendre le tissu économique national, qui est le seul à créer de véritables richesses, et donc, on crée les conditions de la contrepartie, à savoir comment on baisse le coût du travail, comment on travaille sur l'employabilité des gens, parce que la productivité est un vrai sujet. Et je donne un exemple, parce qu'on dit, quel secteur on va être touché, vous l'avez dit tout à l'heure.
clairement, les secteurs à main-d'œuvre horaire. Le textile qui n'est toujours pas sorti de la main-d'œuvre horaire et qui est grave. Deuxièmement, quand on parle du service, c'est pas tous les services. L'offshore aujourd'hui, le salaire minimum, il est à 4500, 5000 dirhams net, ils sont pas concernés. Donc encore une fois, et il y a que Yassine et Réni qui parlent de sur le cost. Mais nous, patronat, on n'a jamais parlé de low cost. D'accord, donc encore une fois, il faut sortir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut un véritable débat. Le Maroc n'est pas le Bangladesh au niveau du textile. Et on l'a dit, on veut pas ni être le Bangladesh, ni aujourd'hui, non mais c'est vrai, ni Calcutta au niveau d'une ville comme Casablanca. Aujourd'hui, le patronat est un patronat responsable et il dit aujourd'hui, l'urgence est telle qu'il faut poser le débat. D'où le sommet social pour ouvrir le débat sur le coût du travail et sur le reste. Et donc, le secteur qui sont comme le textile ou l'agroalimentaire, où la masse salariale main-d'œuvre pèse. Et donc, faut pas dire, ouais, le populisme 100 dirhams, c'est rien. Mais quand vous avez 1000 salariés, 100 dirhams fois 1000 fois 12 mois, ça fait beaucoup d'argent. Et si effectivement ils sont en difficulté, ça veut dire que demain, c'est des employés, il y a des boîtes qui ferment. Je rappelle que 30% des chômeurs sont dus à des entreprises qui ont fermé. Et pour répondre à votre question, Sajid, président de l'AMIT en personne, devant le chef de gouvernement, qui a donné les statistiques du SMIC dans les villes concurrentes, dans les pays concurrents, a aussi dit que la dernière hausse du SMIC avait détruit à peu près 70 000 emplois. C'est lui qui l'a dit avec ses statistiques. Donc, il ne faut pas circonscrire le débat à du populisme primaire. Il faut élever le débat parce que l'urgence, elle est collective. Il n'y a pas des gens qui sont patriotes et ceux qui ne le sont pas parce que ceux-là, ils veulent pas augmenter le SMIC. Et donc, la CGM a une position responsable parce qu'elle se positionne sur l'avenir et non pas sur le présent. L'entreprise. Oui, en fait, pour élever le débat. Voilà. Merci, c'est De manière à ce que l'entreprise se mette au même niveau de débat que la CGEM. Allez-y. Allez-y. Non, en fait, je pense que le débat est responsable. Tous les intervenants sont responsables. Mais juste, en fait, pour encore une fois, les avantages comparatifs en fait du Maroc et de l'entreprise marocaine sont connus et reconnus. C'est à ce niveau-là qu'il va falloir travailler, notamment au niveau de l'accès au marché. L'entreprise marocaine a besoin d'avoir cet accès au marché aussi bien au niveau du marché régional, qu'il ne faut pas oublier, il y a une commande régionale qu'il faut orienter, du marché national, mais aussi du marché international. Et là, il y a une préférence nationale qui est importante. Je peux vous arrêter ? Oui. Hier, d'ailleurs, là où est assis confortablement Jamal Belharash, nous avons reçu Rupert Joy, l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc. Et dans le débat, puisqu'il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, on n'a pas parlé que de tomates et de poissons, Rupert Joy, ambassadeur de l'Union européenne, a regretté la multiplication de mise en place de mesures de sauvegarde par le Maroc sur l'aluminium, sur l'acier plat, sur le papier. Donc on dit quelque part, vous êtes en train de dire, Taïeb, de manière tout à fait légitime, il faudrait qu'on s'intéresse aussi à la commande régionale. Mais d'un autre côté, nous on ferme notre business. On joue plus sur la défense commerciale que l'offensive commerciale. Non, en fait, ça portait tort d'ailleurs en termes de messages envoyés à l'international pour les investisseurs. En fait, le Maroc ne se ferme pas. Le Maroc est un pays ouvert et notre économie est une économie ouverte. Mais en fait, le Maroc aussi a droit de défendre son industrie à l'image de ce que font les Européens. Les Européens, ils défendent très bien leur industrie. On défend l'industrie, nous on défend certains industriels. Non. Parce qu'à mon avis, il faut défendre l'entreprise marocaine et l'industrie marocaine. Je suis contre tous les monopoles et les oligopoles qui sont au Maroc. Par contre, ce qu'il faut défendre, c'est l'entreprise marocaine dans sa globalité d'une façon universelle. C'est ce que font les Européens, c'est ce que font les Américains, c'est ce que font l'ensemble des pays démocratiques et libéraux. Ouais, mais c'est plus facile quand on est une grande économie. Non, mais une petite économie, on a le droit de mettre en place des normes marocaines. Il faut mettre en place des normes marocaines pour protéger notre industrie. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons droit. Je vais vous embêter encore une fois. Rupert Joy, l'ambassadeur de l'Union européenne, a dit clairement, ici même sur cette antenne, pratiquement à cette heure-ci d'ailleurs, que la mise en place de mesures de sauvegarde et de défense commerciale portait atteinte au Maroc en matière d'attractivité auprès des investisseurs et qui regrettait la multiplication de mesures de sauvegarde alors que le Maroc est peut-être un des rares pays, voire le seul pays dans la région qui dégage de la stabilité politique. Non, en fait, le Maroc est un pays ouvert. En fait, on a très peu de je vais vous donner la liste des mesures de sauvegarde, vous allez voir si c'est aussi ouvert que ça. Oui, ça y est. Le Maroc a droit de mettre en place des mesures pour protéger son industrie nationale.
En fait, c'est un droit universel qui est connu et reconnu. Les Européens l'ont fait, les Américains l'ont fait, ils sont les rois du libéralisme, ils l'ont fait. Oui, mais quand on ferme nos frontières, nous, eux aussi, nous fermons nos frontières. On ferme pas nos frontières. Non, nos frontières ne sont pas fermées. Vous voyez avec l'histoire de la tomate de la semaine dernière, donc les Européens ont bien mis en place des normes pour limiter en fait l'accès de la tomate. De façon générale, la PAC n'est pas une... Simplement pour resituer les choses. Je termine juste. L'Europe, c'est 500 millions de consommateurs. Bah, tant mieux. Non, mais je veux dire, voilà. Et nous avons des accords avec l'Europe 65%. Juste à Yves, parce que c'est important aussi, on parlait de discours responsable, et vous l'avez été jusqu'à présent, et vous l'avez toujours été d'ailleurs, c'est le moment de se dire que nous, est-ce qu'on peut peser avec des normes marocaines vis-à-vis d'un continent comme l'Europe, dont on dépend beaucoup, et dont nos exportations, je rappelle que nos exportations en direction de l'Europe, c'est plus de 60%, 65%. Non. Donc, en fait, les mesures dont je parle, c'est Rachid, c'est des mesures qui sont reconnues par les différentes conventions qui ont été signées par le Maroc. En fait, je demande, ce que je demande, c'est de faire des mesures pour justement protéger l'industrie marocaine dans le cadre de ce que nous avons signé. Et ça existe, nous avons cette marge de manœuvre. Il faut juste l'utiliser dans la légalité internationale. Donc, je ne sors pas de cette légalité internationale. Et donc, le cadre de l'OMC. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est même des accords avec l'Union européenne. Même dans les accords avec l'Union européenne. Donc, en fait, c'est prévu et c'est connu et reconnu. Donc, en fait, nous avons il y a aussi une commande publique que nous devons orienter vers l'industrie marocaine. Vous savez en fait que l'État marocain commande énormément de choses, mais malheureusement qui n'est pas toujours produite par l'industrie nationale. Voilà, donc cette commande publique qui est très très importante, il faut l'orienter, ne serait-ce qu'une partie, vers l'industrie marocaine. Et aussi nous avons en fait la préférence nationale qui est de 20%, qu'il faut aussi orienter vers les produits marocains. Qui a du mal encore à fonctionner, la vraie fausse incitation, certains disent au niveau des PME. Mais ça commence à fonctionner, mais il faut l'orienter vers les produits marocains. Il y a aussi, en fait, là je vais parler de l'accès l'accès au marché, il y a aussi l'accès au financement qui est très très important et qui est un entrave pour l'industrie marocaine. Il y a l'accès au foncier, il y a l'accompagnement des PME et TPE. Vous savez en fait que 95% du tissu économique marocain, c'est des petites et moyennes entreprises et c'est de très petites entreprises. C'est les TPE et les PME qu'il faut accompagner et l'État est dans l'obligation de les accompagner. Et nous, en tant qu'association professionnelle, faisons ce rôle. Et toutes les associations professionnelles doivent faire... Il y a 5-6 minutes que je voudrais exploiter au maximum. Je termine juste par les accords de libre-échange qui ont été signés. En fait, les accords de libre-échange, ce qui est d'ailleurs le thème de notre forum, de l'International Business Forum que nous avons tenu le week-end dernier à Marrakech. En fait, ces accords de libre-échange, effectivement, il est temps de les revoir et d'améliorer justement la position du Maroc, aussi bien au niveau des textes et la meilleure manière de pouvoir les revoir et de les revisiter, c'est en position de force. Parce que moi, si on est en position de faiblesse, c'est un peu compliqué. Il faut se la donner. Et le Maroc est un pays fort. Il faut savoir que le Maroc est un pays fort. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à... Voilà, ce que vous avez dit par rapport au... Vous avez parlé de protectionnisme carrément. Bon, le Maroc, c'est un pays ouvert aujourd'hui, mais aujourd'hui, il faut se rappeler que le Maroc est en même temps un pays où les investisseurs étrangers, ont l'intérêt ont intérêt important pour délocaliser leur activité, mais aussi c'est un marché de consommation, qui connaît une croissance dans tous les cas supérieur par rapport à ce qui se passe en Europe. Voilà, c'est là où il y a de la croissance qu'on consomme plus. Que ça soit petit ou que ça soit grand, c'est là où il y a du 4%, du 5% que ça se consomme. C'est très intéressant ce que vous dites, tout dépend de la nature de la croissance. Si effectivement la croissance économique est dopée par le crédit, l'emprunt, l'endettement des ménages, c'est une croissance qui est limitée dans le temps et c'est pas forcément une croissance c'est votre analyse. Voilà, les investisseurs, on est dans la mondialisation, les investisseurs peuvent bouger du jour au lendemain. Aujourd'hui, on part là où il y a de la consommation, là où ça se consomme, là où ça consomme. Aujourd'hui, moi je veux mettre le point parce qu'on a oublié de parler des mesures incitatives mises en place par le gouvernement. C'est-à-dire on parle aujourd'hui des mesures durant les 3 derniers mois, tout ce qui est remboursement de la TVA, tout ce qui est orientation de la commande publique. La TVA c'est un dû, c'est pas un cadeau. Voilà, c'est l'anticipation. C'est la voix du patronat qui s'élève. La TVA, c'est un dû, c'est 14 milliards et on donne 2 milliards en urgence. C'est un dû, c'est pas un cadeau. Voilà. Juste que je sois représenté dans leur contexte. Là, c'est pas un cadeau. C'est comme le SMIC, c'est du rattrapage. Voilà. Pour un chef d'entreprise, vous voudriez savoir. Si jamais vous avez dit il y a l'avance de 10% aujourd'hui sur la commande publique, qui est possible. Aujourd'hui, une entreprise marocaine peut prétendre
à 10% d'avance aujourd'hui si elle gagne un appel d'offres. Aujourd'hui, tout le rôle joué par la Banque du Maroc, par le Trésor aussi pour le financement du marché financier en termes de flux. Interbancaire avec voilà. Et aujourd'hui, l'auto-emploi est un projet en cours qui doit résoudre l'autre problématique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la hausse du SMIC, on ne dit pas que c'est la solution idoine. Aujourd'hui, vous qui parlez de la hausse du SMIC, c'est Yassine, hein, pour l'instant. Voilà, c'est moi. Il y a vous qui avez parlé de la hausse du SMIC. Parce que vous êtes en service commandé, hausse du SMIC. Non, on n'a pas service commandé. En tout cas, il est là, il représente la revalorisation du SMIC. Une formation politique qui est au gouvernement, le RNI, il assume pleinement. Et pour l'auto-emploi aujourd'hui, il y a des projets, je dirais, ambitieux qu'il faut développer avec nos partenaires sociaux, avec les syndicats, avec le patronat. Et moi, 1,2 million chômeurs, hein. Oui, c'est malheureux. Moi, je vous l'accorde. C'est malheureux. C'est malheureux. Aujourd'hui, on doit travailler. Mais je ne dis pas que c'est la faute du gouvernement, attention. Mais je dis qu'il y a 1,2 million de chômeurs. Oui. Qu'est-ce que vous dites par le projet auto-emploi? Je ne vois pas quel est le projet. Mais il y a 1,2 million de chômeurs, dont 60% de jeunes. Je crois que le projet auto-emploi a été présenté à la CGM. Il faut déconnecter la CGM par mon parti et les il faut déconnecter la conjoncture politique de la conjoncture économique. Si on veut avancer dans ce pays, il faut déconnecter. Cher professeur, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. On gère un pays, on ne gère pas une entreprise. C'est différent. C'est pas avec des business plans qu'on gère un pays, mais c'est avec des plans gouvernementaux. C'est avec une vision long terme quand même, vous êtes d'accord? Bien sûr, avec une vision long terme, mais pas plus que nous permet l'économie mondiale, monsieur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, quand Barack Obama a promis au peuple américain d'augmenter le SMIC de 10%, aujourd'hui, il est incapable de le faire. Donc, il y a une conjoncture mondiale, économique, politique, et la visibilité, on ne peut pas l'avoir plus qu'on a au niveau mondial. Donc, moi, j'ai de mon devoir. Vous savez, aux États-Unis, c'est toujours difficile de mettre en place des mesures sociales sans taxer le communisme. Il faut pas croire. C'est plutôt un projet philosophique, à mon avis. Mais raison de plus, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on est dans un régime démocratique, qu'on a un framework de travail aujourd'hui où le patronat a un lobbying reconnu et qui nous rend la vie difficile au sein du gouvernement. Et ça, c'est à son mérite. C'est très très bien. C'est ça le rôle. Aujourd'hui, le patronat pas la vie difficile. Il contribue à ce qu'on fasse tous en tant que politicien. On va pas la vie d'ici quelques semaines, vous allez travailler avec le gouvernement en concertation afin de traiter les sujets. Et je vous l'accorde qu'avec votre Best Alternative of Negotiation, vous avez un pouvoir de négociation aujourd'hui qui est le vôtre. Il faut l'utiliser pour le bien de tout le monde. Voilà. Bon, mon autre question, Mohamed Renchi, ensuite Jamal Belharash et Taïeb Aïs. Le SMIC n'est pas le problème fondamental. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, il y a cohérence entre la mise en place d'une politique d'austérité ou de rigueur budgétaire qu'a prise le gouvernement d'ailleurs depuis 2 ans aujourd'hui, ça continue, ça devrait encore continuer, la mise en place aussi de mesures de décompensation de produits de première nécessité qui se traduit donc par une cherté des prix et de l'autre côté de revoir à la hausse le salaire minimum. Est-ce que là il y a de la cohérence politique ou pas? Il n'y a pas de cohérence politique du tout. Ce qui manque dans ce pays, ça a été évoqué à maintes reprises, c'est d'avoir un cadre global, cohérent, dans lequel les multiples facettes de la problématique soient négociées. La productivité, le problème du commerce extérieur, c'est-à-dire la compétitivité, la couverture sociale. C'est-à-dire, voilà, moi, mon modèle économique, il est basé sur la production et non pas sur la consommation de manière tranchée. Et ensuite, je décline tout le reste. Mais voilà ce que je veux être. Et voilà où, dans 10 ans, je veux aller. La régionalisation avancée, une politique cohérente d'aménagement du territoire. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui doivent être mis ensemble et non pas des choses bout à bout. Dieu merci, le plan émergence, notamment revu et corrigé par Alami. Irini, oui. Irini, absolument. Mais attention, et c'est comme vous dites Irini, je ne défends pas un parti politique, je défends la politique industrielle de mon pays. Ça veut dire qu'à l'horizon 2020, même si Moulay Hafid Alami sera certainement plus là, il faudra quoi qu'il en soit, fera les comptes. Voilà, il faut continuer. Yassine Behlouli en 2020, c'est des engagements. Est-ce qu'effectivement le 2 millions d'emplois a été créé là ou pas en 2020? Je sais pas. Ouais, mais en fait, on peut considérer que Moulay Hafid Alami, qui est un homme d'affaires, ne sera plus là en 2020. Mais bon. C'est Rachid, pour conclure, tout cela. Tout cela passe par la maturité. Tout cela passe fondamentalement par la maturité des acteurs, à la fois du côté politique, éviter
cette balkanisation des organisations syndicales et leur excessive politisation, et demandons à nos amis de la CGM beaucoup plus d'expertise et être beaucoup plus à l'affût des opportunités dont peut jouir ce pays, et notamment en matière d'exportation. D'avoir une organisation patronale qui dit voilà, haro sur les économies de rente, sur les économies fermées, sur les économies ouvertes, libérales, et qui sont en pleine à la mondialisation. Entrepreneuse. Voilà le visage de la CGM à l'horizon 2030. Je sais pas, est-ce que c'est un meeting de la LCR? Là, j'ai pas très bien compris. C'est pour qui? C'est pour moi. Je n'ai jamais donné d'embaucher sous le CGM. Juste très clair. Le cadre global aussi. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on est sur une dynamique de réduction des coûts, de la dépense, la dépense publique, mais c'est le réduit pas, en tout cas, de politique d'austérité budgétaire, de rigueur budgétaire, des compensations cherté, donc hausse des prix. On l'a vu avec les prix des carburants, ça devrait s'étendre, puisqu'on parle de l'augmentation de la décompensation de la farine. Donc avec une menace sur l'augmentation, en tout cas une répercussion sur le prix du pain. Est-ce que, et avec l'augmentation de la hausse du salaire minimum, est-ce que tout ça, il y a cohérence ou pas? La cohérence veut que, à partir du moment où le chef de gouvernement a décidé d'augmenter le SMIC, 1, de l'appliquer. 2, le rôle du patronat responsable, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, le problème n'est pas la hausse du SMIC, mais de travailler sur les autres ingrédients de l'exploitation économique, à savoir le coût du travail et tous les éléments, pour qu'on arrive à un modèle social cohérent et durable. 3e élément, si on n'est pas à l'écoute de ça, et s'il n'y a pas cette maturité nécessaire des partenaires sociaux, si on n'élève pas de niveau de débat, on ne sera pas face à nos responsabilités en tant qu'acteurs économiques et politiques. Et aujourd'hui, le patronat marocain, la CGM et la présidente a toujours été très clair. On n'est pas en opposition de X ou de Y, on est pour une entreprise qui soit performante dans le temps, parce qu'encore une fois, c'est elle qui crée la richesse. Donc on n'est pas contre, on n'est pas là pour rendre les choses difficiles au gouvernement, on est là pour l'accompagner et surtout le maintenir éveillé sur ce qui va se passer sur l'économie mondiale qui est en train d'évoluer. Et donc je crois que chacun est dans son rôle, et la maturité veut que chacun accepte que chacun joue son rôle. Et c'est pas parce qu'on dit aïe qu'on est contre. Au Maroc, il faut qu'on arrête de piger toutes les contradictions comme des éléments de guerre ou de confrontation. On est dans une logique de compromis et chacun doit faire un pas, parce que c'est le pays qui compte. Et surtout, les 1 200 000 chômeurs du Maroc aujourd'hui ne pardonneraient pas à des gens comme nous aujourd'hui d'être dans une radio et de se faire plaisir, de faire du populisme. Ils veulent des actions concrètes. Les actions concrètes sont les entreprises qui les créent. Par contre, le gouvernement, il est là pour réguler et aider les entreprises à grandir et donc à créer de l'emploi et de l'employabilité. Voilà ce que le patronat de demain doit être, et c'est ce qu'on est déjà. Par contre, on doit accélérer le rythme parce qu'on n'a pas le droit d'attendre et on ne peut pas se comparer ni aux US, ni à la Suisse, ni à X. On doit créer notre modèle marocain, et la CGM aujourd'hui est prête, elle a les ingrédients pour ça, et Dieu merci, le chef de gouvernement a été à l'écoute du sommet social qu'on appelle de nos voeux. Il y a tellement à l'écoute qui vous a collé et qui vous a mis soulagé là-bas, là-haut sur le SMIC. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Il est dans son rôle. Taïebès, président de la belle entreprise. Alors donc non, en fait, toujours la même interrogation, de se dire voilà, par rapport aux auditrices et auditeurs, il y a une politique de rigueur budgétaire qui a été mise en place, des compensations, on le voit par l'augmentation des prix, l'État se désengage des produits, de la subvention des produits de première nécessité, et d'ailleurs des engagements qui ont été pris auprès d'organismes internationaux, et puis là l'élévation du salaire minimum. Est-ce que pour vous il y a cohérence ou pas d'ordre politique? En fait, justement, nous, au niveau de l'association Amal Entreprise, nous demandons justement qu'il y ait une cohérence globale dans la démarche du gouvernement pour justement traiter ce sujet qui est important et crucial. Nous demandons en fait de prioriser le dialogue dans cette démarche. Nous demandons en fait une approche globale qui englobe l'économique, le social et le politique pour justement arriver à le renforcement de l'entreprise, des capacités de l'entreprise marocaine qui est la pierre fondamentale du tissu économique marocain, et ensuite donner la priorité à la création de la valeur. En fait, et au Maroc, en fait, nous devons prioriser la création de la valeur. C'est en créant de la valeur, en créant de la richesse qu'on peut par la suite la distribuer. Et enfin, il faut absolument contrer les différents systèmes de rente qui sont au Maroc et donner justement la valeur à la création. C'est un autre débat d'ailleurs, mais c'est un autre combat aussi. Voilà, exactement. Je vous remercie. Yassine Mahlouli. Rachid, améliorer la du Conseil national du RI, Ensemble des indépendants. Yassine. Améliorer la compétitivité de l'entreprise marocaine aujourd'hui. Yassine, je peux vous demander une chose? Allez-y. En direct, il est 15h37. Ouais. Moula Hafel Alami, ministre du Commerce et de l'Industrie. Est-ce que vous engagez à ce qui répond à notre invitation, un débat spécial grand oral, comme l'a fait par exemple cette semaine le Père Joël, l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc,
qui est ambassadeur, qui est pur produit d'Harvard, qui a 20 ans de carrière diplomatique et qui a pris de son temps hier pour être sur Lux Radio entre 14h et 15h30. Avant lui, Mohamed Sajid, maire de Casablanca, président du conseil de la ville de Casablanca, secoué un peu après le discours royal du 11 octobre 2013, lui qui a pris ses responsabilités, qui était également là. Je transmettrai, même M. Belharache, je suis mieux placé pour transmettre la demande et avec la CGM. Voilà. En charge de la Je suis pas directeur de cabinet de Mohamed Alami, moi. Je suis pas membre du RNI non plus. C'est pas une question fermée. Non, mais je transmettrai la demande et voilà, moi je voulais ajouter un point, améliorer, bien sûr, de rien. Améliorer la compétitivité de l'entreprise marocaine aussi passe par l'utilisation de leviers existants qu'offre le gouvernement, qu'offre l'État aujourd'hui. La formation des salariés aujourd'hui. Les budgets de l'ANAPEC malheureusement et de l'OFPPT qui sont dédiés à ce genre d'action ne sont pas consommés. L'amélioration de la compétitivité. Il va me parler de la bureaucratie des remboursements, je connais sa réponse. Avec les yeux grands ouverts. Voilà. Améliorer la compétitivité de l'entreprise marocaine, c'est d'utiliser des leviers qui sont offerts aujourd'hui par la MPME par exemple, qui ne sont pas consommés encore. Il faut voir les statistiques, que même les demandes il y a de l'argent disponible, mais il n'y a pas forcément de demande de l'entreprise. Voilà, il y a un problème quelque part. Je suis mal placé peut-être pour juger, mais il y a un problème quelque part. Ça suit pas. Aujourd'hui, il y a un plan. La NPME qui dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie. Exactement, qui dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc vous l'avez directement. Voilà, exactement. Je dis ça. Il y a un jeu à jouer aujourd'hui. Il y a le rôle de chacun de nous, de l'entreprise marocaine, du patron citoyen, parce qu'on parle du patron citoyen, et M. Belharache est un exemple, j'irais, clair et net, c'est quelqu'un d'engagé. Moi, je vous jette pas des fleurs, mais c'est une personne qui est connue par son engagement militant. Vous savez quoi, c'est très bien que vous disiez ça, parce que j'allais oublier de le dire, j'ai pas non plus prévu de le dire. Jamal Belharache n'était pas prévu aujourd'hui. D'accord. Au niveau de l'organisation patronale, il y avait 2 personnes, dont le président de la Fédération des Transports qui devait être présent, qui a eu, qui a pris froid. Il y a eu un courant d'air qui a été fatal. Et donc, Jamal Belharache a pris ses responsabilités. On l'a eu, pour savoir éventuellement est-ce qu'il peut y avoir un représentant de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Et sur la question aujourd'hui de la thématique pour ou contre la hausse du SMIC, il est là. Voilà. Justement, c'était pour aller dans le sens aussi de... Pour terminer cette émission, je vous dis la transition, elle est vers ce qu'a dit Jamel depuis le début. Le sujet les plus importants. Aujourd'hui, au RNI, on sera juré du côté de l'entreprise marocaine citoyenne. Créer un débat, on verra. Lors des négociations avec le gouvernement dans lequel on participe, c'est-à-dire la position du RNI, il est connu pour soutenir l'entreprise citoyenne marocaine qui crée de la richesse. Qui il n'y a pas très longtemps a rejoint l'international libéral. Donc, le libéralisme, c'est pas forcément aussi on n'a pas forcément une sensibilité sociale et la. Il faut pas faire passer ce genre de message. On est pour un libéralisme avec une djellaba marocaine. Avec une djellaba. Et c'est intéressant ça. Et on peut en faire un là. Et sans oublier le tarbouche. Avec le tarbouche, c'est vrai, comme ça, parce que quand on est parti avec notre libéralisme, c'est pour défendre l'intérêt du pays. Merci infiniment. Je suis obligé de rentrer, il est 15h48. Vous privilégiez le politique plutôt que l'économique et le scientifique. On a fait le tour de table chacun. Là, vous avez un deuxième tour avec Yassine. Vous êtes féministe alors. Il y a place pour une émission, simplement c'est une suggestion, pour traiter de la politique des revenus. Et non pas focaliser simplement sur le... Et on mettra en relief aussi le fait qu'on essaie de nous expliquer comment dans notre cher et beau pays auquel tout le monde est attaché, le salaire moyen est inférieur au salaire minimum. Donc ça reste un mystère qu'il faudra percer. Merci en tout cas. Un paradoxe aussi. Un paradoxe de plus d'ailleurs. Merci en tout cas infiniment. La spécificité du Maroc. Participer au débat d'aujourd'hui qui avait pour thème, je le rappelle, pour ou contre la hausse du SMIC, avec un point d'interrogation. Donc merci à Jamal Belharache, président de la Commission Emploi et Relations Sociales à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Merci également à Tayeb Aïs, président d'Amel Entreprise, à Yassine El Bahlouli, membre du Conseil national du RNI, le Rassemblement national des indépendants et membre de l'ADI, le think tank, l'Alliance des indépendants proches donc du RNI. Et merci également à Mohamed Renchi. Mais vous avez quand même vu que la CGM n'est pas contre Amel Entreprise non plus. La preuve, je suis là aujourd'hui, donc
Parce que le discours ambiant, Amel, on veut opposer avec Amel CGM, donc voilà. C'est bien clair aussi. Hein. C'est un discours qui est totalement faux. Voilà, merci de le dire. Et d'autant plus que nous, à Lux Radio, on n'a pas de problème avec la CGM, on n'a pas de problème avec Amel Entreprise, on n'a pas de problème avec personne, si ce n'est avec celles et ceux qui T'arrives pas à faire venir M. Moulahfed Alami. Non, pas du tout, c'est pas j'arrive pas. Attention, qu'on soit bien d'accord aussi, c'est pas de pas arriver, c'est qu'il est à la tête d'un portefeuille stratégique et qu'on nous a dit en tout cas que le ministère de souveraineté c'est fini. C'est ça? Ça, faut voir avec le RIN. Ça n'a jamais Une nouvelle existé. ère constitutionnelle, donc voilà que chacun, on invite régulièrement différents responsables politiques, ministres, donc se dire voilà, Moulahfed Alami comme du reste l'ensemble des ministres qui composent ce gouvernement, au même C'est dans titre notre d'ailleurs. parti, on met en avant les jeunes aujourd'hui. Au même titre, Jussi Mbarka Bouaïda d'ailleurs que je salue parce que j'ai appris qu'elle attend un heureux événement. Inch'Allah. Voilà, donc ce peut être là aussi l'objet d'un débat et voilà. En tout cas, réalité et démarche en tout cas de Lux Radio auprès de l'ensemble des ministres, avec effectivement, quand des ministres font l'actualité, il est tout à fait légitime aussi de les avoir en débat, comme je le rappelle, Rupert Joy, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, qui était ici, ou Mohamed Sajid avant-hier et d'autres bien avant lui, comme la Hassan Haddad d'ailleurs, une quinzaine de jours, ministre en charge du tourisme. Voilà, et je ne peux pas faire l'inventaire parce que ça prendrait trop de temps et je suis pris par le temps, il est 15h44. Merci une fois de plus à vous. Merci également à Mohamed Renchi parce que j'ai oublié de le remercier, économiste et professeur à l'Université internationale de Rabat. Merci à Ma Bensman en charge de la production, à la réalisation et puis merci à celles et ceux qui ont suivi ce débat. Avec tout ça, on vient de demain à partir de 14h pour un nouveau thème de débat politique. Excellent après-midi à tous sur Lux Radio. À demain et encore merci à vous, Yassine Bahlouli, et puis la commande. Promis. C'est acté. Merci à vous. Bye bye, au revoir. Merci.